Une pauvre petite fille tombe dans la rue en courant sous la pluie, mais quand le jeune milliardaire la soulève et la regarde, il murmure « Mon Dieu, elle est identique à ma fille qui est décédée ». Et il se met à pleurer sans s'arrêter. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait à verse, comme si le ciel avait décidé de déchaîner tout son poids sur la ville. Elia Marshall marchait seul dans les rues presque vides, protégé uniquement par un parapluie noir qui semblait insignifiant face à la fureur de la tempête. L'eau frappait le trottoir si fort qu'elle formait une légère brume, rendant la visibilité difficile à plus de quelques mètres. Il n'avait pas besoin d'être là, avec toute sa fortune. Il aurait pu être n'importe où dans le monde, à l'abri dans l'un de ses manoirs, protégé par des chauffeurs et des assistants. Mais depuis l'incendie, Elia préférait marcher seul, pour ressentir la ville, même les jours comme celui-là. C'est alors qu'il l'entendit, un petit cri suivi d'un bruit sourd, presque noyé par la pluie. Se retournant rapidement, il vit une fillette allongée sur le trottoir mouillé, à une vingtaine de mètres. « Ça va ?» lança Elia en courant vers elle, tenant son parapluie contre le vent qui menaçait de le lui arracher des mains. La fillette, qui n'avait pas plus de 5 ans, essayait de se relever, les genoux et les mains éraflés par le béton rugueux. Ses cheveux châtain clair étaient trempés, plaqués contre son petit visage rond. Elle ne pleurait pas, elle se contentait de se mordre la lèvre inférieure avec détermination. Ses vêtements étaient simples, une veste rapiécée et des baskets usées qui semblaient avoir été données. « Laisse-moi t'aider » dit Elia en s'agenouillant à côté d'elle et en la protégeant avec son parapluie. C'est à ce moment-là qu'elle leva les yeux. Le monde s'arrêta. Le bruit de la pluie, le vent puissant, les phares lointains, tout disparut en un instant. Elia eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, si violent qu'il en perdit tout son souffle. Ses yeux, gris vert avec de petites taches brunes près de l'iris, la douce courbe du menton, les taches de rousseur éparpillées sur le nez comme de délicates constellations. « Rosie. Ça Rosie. Monsieur, ça va ?» demanda la voix de l'enfant, le ramenant à la réalité. Ça ne pouvait pas être Rosie. Rosie n'était plus là. Le rapport d'incendie. Les restes qu'il avait lui-même identifiés. Les quelques affaires retrouvées dans les décombres. « Je vais bien » articula-t-il. « Ta voix, tu es blessé ?»« Juste un peu, mais je ne peux pas pleurer. Ma maman dit que je suis une fille forte. » Elia l'aida à se remettre debout, les mains tremblantes. Chaque mouvement, chaque expression qu'elle faisait ressemblait à un fantôme issu de sa mémoire. La façon dont elle inclinait légèrement la tête de côté lorsqu'elle parlait, la manière dont elle se frottait le nez quand elle était nerveuse. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en essayant de garder sa voix stable. « Lily » répondit-elle en ajustant sa petite veste trempée. « Et toi » Elia, répondit-il automatiquement. « Ta maman, Lily, elle est où ? Elle travaille encore. Elle fait le ménage dans de grandes maisons de l'autre côté de la ville. Elle ne rentrera pas avant tard ce soir. Tu habites près d'ici, toute seule ? Demanda Elia, inquiet. Oui, j'habite avec ma maman, Clara, dans ces petites maisons là-bas, dit Lily en montrant l'extrémité de la rue. J'étais sortie acheter du pain pour le dîner parce qu'on n'en avait plus. Elle montra un petit sac en plastique, désormais trempé. Le cœur d'Elia se serra, une si petite fille, seule sous la pluie, juste pour chercher de la nourriture. Laisse-moi te raccompagner. Il fait trop sombre et il pleut trop pour qu'une fillette reste dehors toute seule. Lily sembla réfléchir un instant, plissant les yeux comme si elle cherchait à savoir si elle pouvait lui faire confiance. D'accord. Ma maman dit toujours de ne pas parler aux inconnus, mais tu m'as aidé, alors tu n'es pas totalement un inconnu, pas vrai ? Et puis tu as de beaux habits, comme les gens chez qui ma maman fait le ménage. Un sourire involontaire étira les lèvres d'Elia. La logique simple et directe de l'enfant lui rappelait en Rosie que ça lui faisait mal. Ils se mirent à marcher le long du trottoir glissant, Elia maintenant l'ombrelle au-dessus de la fillette. À chaque pas, à chaque regard, chaque mot échangé, la sensation d'irréalité grandissait. Des questions s'accumulaient dans son esprit. Comment était-ce possible ? Qui était cette fillette ? Qui était Clara ? C'est là, indiqua Lily en pointant une rangée de petites maisons en bois, juste à côté d'un terrain vague. Les constructions avaient l'air de briques et de brocs, presque comme des cabanes alignées avec un semblant d'ordre, une tentative de former une petite communauté au milieu de la pauvreté. J'habite dans la 3e. La structure était simple, des murs en contreplaqué, un toit en métal, une unique petite fenêtre à l'avant. La pluie martelait la tôle dans un vacarme qui devait rendre le sommeil impossible les nuits de mauvais temps. Dans la minuscule cour,
il y avait une corde à linge de fortune avec des vêtements maintenant trempés par l'averse. C'est petit, mais c'est chez nous, dit Lily avec une fierté simple, qui fit éprouver à Elia un sentiment étrange dans la poitrine. Ta maman sait que tu es sortie toute seule? Plus ou moins, répondit Lily en haussant les épaules. Parfois, je dois aider. Maman travaille beaucoup pour payer le loyer et mon école. Elia contempla la maison modeste, ressentant un besoin inexplicable de ne pas laisser la fillette partir, de découvrir davantage, d'être sûre. Lily, tu as quel âge? 5 ans et demi, répondit-elle fièrement, tendant la main puis pliant un doigt à moitié. 5 ans et demi. Rosie aurait 8 ans aujourd'hui. Ça n'avait aucun sens et pourtant. Merci pour le parapluie, monsieur Elia, fit Lily avec un sourire qu'il connaissait trop bien et qui lui serra le cœur. Je dois rentrer, maintenant. Madame Johnson, à côté, se demande sûrement où je suis passé. Bien sûr, dit-il, encore sonné. Fais attention à tes genoux éraflés. Elle lui adressa un signe de la main et courut vers la petite maison, ouvrant la porte avec une clé qu'elle sortit de la poche de sa veste. Elia resta sous la pluie, à regarder cette porte simple derrière laquelle la fillette avait disparu. L'eau ruisselait désormais sur son visage, dans ses cheveux, sur ses vêtements, mais il ne la sentait presque pas. Les images de l'incendie refirent surface et se mêlèrent au visage de Lily. L'identification des restes, l'enterrement sans corps, les années de deuil et d'isolement, et à présent, cette petite fille qui avait le visage de sa fille. Elia prit une profonde inspiration et observa la petite fenêtre de la maison, à peine éclairée. Il décida de ne pas partir. Pas encore. Il devait en savoir plus sur Lily et Clara. Il devait comprendre s'il devenait fou ou si, par miracle, une partie de son monde détruit existait encore. Il traversa la rue et attendit sous l'abri d'un arrêt de bus abandonné, en surveillant la maison. La pluie continuait de tomber, mais Elia n'en avait plus rien à faire d'être trempé. Pour la première fois en 3 ans, il ressentait autre chose que de la douleur. Une étincelle de quelque chose de dangereux, puissant et fragile, l'espoir. Le lendemain matin, Elia revint. Il gara sa voiture discrète à quelques rues de là et se dirigea vers l'arrêt de bus avec vue sur la petite maison en bois. Ce jour-là, il portait des vêtements plus simples, un jean, une chemise bleue et une veste sombre qu'il n'utilisait jamais pour ses réunions d'affaires. Il voulait attirer moins d'attention. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris. Elia regarda sa montre, 6h40. Il n'avait pas dormi. Comment aurait-il pu? Son esprit était rempli de questions, de théories et d'un espoir si douloureux qu'il l'étouffait presque. À 6h53, la porte de la 3e maison s'ouvrit. Une femme en sortit, tenant Lily par la main. Clara, supposait-il. Elle était jeune, peut-être autour de la trentaine, mince, avec des cheveux foncés remontés en un chignon simple. Même de loin, Elia pouvait voir la fatigue dans ses épaules affaissées. Elle portait ce qui ressemblait à une blouse de ménage grise et trimballait un sac lourd. Lily, pendant ce temps, portait une robe simple et un sac à dos d'école coloré, probablement le seul objet neuf qu'elle possédait. Elles se dirigèrent vers l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue, à une centaine de mètres d'Elia. « Sois sage à l'école aujourd'hui », entendit-il Clara dire en s'approchant, sans être vue. « Madame Johnson viendra te chercher, d'accord? Maman, tu ne rentres pas encore tard, hein? Je vais essayer de revenir plus tôt, répondit Clara en embrassant le sommet de la tête de la petite. Le bus arriva. Après un dernier câlin, Lily monta. Clara resta là à regarder le véhicule jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'alors que ses épaules s'affaissèrent encore davantage, comme si elle pouvait enfin montrer à quel point elle était exténuée. Elia prit une longue inspiration et s'avança. « Bonjour, dit-il en essayant d'avoir l'air détendu. Désolé de vous déranger. Vous êtes la maman de Lily, n'est-ce pas? » Clara se retourna brusquement, aussitôt sur ses gardes. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous ma fille? » demanda-t-elle d'une voix ferme malgré la fatigue, le regard alerte. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je m'appelle Elia. Hier, j'ai aidé Lily lorsqu'elle est tombée sous la pluie, près de la boulangerie. » Le visage de Clara se détendit légèrement, même si sa lassitude restait évidente. « Ah, c'était vous. Elle m'a dit qu'un homme gentil l'avait aidé. » Elle observa le visage d'Elia un moment. « Merci pour ça. Mais pourquoi êtes-vous là maintenant ?» Elia avait répété ce moment dans sa tête. « En fait, je suis nouveau dans le quartier. Je cherche quelqu'un pour faire le ménage chez moi une fois par semaine. Lily a mentionné que vous faisiez ce genre de travail. » Clara cligna des yeux, surprise. « Vous n'avez pas l'air de venir d'ici. »
Je viens juste d'emménager, sur Maple Street, à 3 rues d'ici. C'était l'une des zones plus modestes, mais nettement plus confortables que celle où vivait Clara Hara. C'était un mensonge crédible, pensa Elia. Clara Hara jeta un coup d'œil à sa montre bon marché. Je dois prendre mon bus dans 5 minutes, sinon je serai en retard pour le travail. Je peux vous déposer, proposa Elia en indiquant l'endroit où il avait garé sa voiture. On pourra discuter en route. Clara Hara hésita, le jaugeant du regard. Elia comprenait ce qu'elle voyait. Un homme trop bien habillé, même avec des vêtements simples, probablement bien intentionné, mais toujours un étranger. Non merci, je préfère prendre le bus, dit-elle en se dirigeant vers l'arrêt. Mais si vous voulez vraiment embaucher quelqu'un pour le ménage, on pourra en reparler un autre jour. Je vous donne mon numéro. Elle sortit un petit carnet de son sac et y écrivit un numéro. Combien payez-vous habituellement de l'heure? Demanda Elia en prenant le bout de papier. 15 $, répondit Clara, puis, rougissant légèrement, elle ajouta. Mais je peux le faire pour 13 si c'est régulier. Elia hocha la tête, la gorge serrée. 13 $ de l'heure? Il dépensait plus que ça pour un simple café à la tour où se trouvait son bureau. Que diriez-vous de commencer demain? Disons 9 h du matin? Je peux passer vous prendre. Le bus approchait. Clara Hara avait l'air déchiré. D'accord. Je n'ai un travail que l'après-midi, demain. Elle était déjà en train de monter dans le bus. Mais retrouvez-moi simplement ici. Pas besoin de me conduire. Clara Hara monta sans se retourner, et Elia resta là à regarder le véhicule s'éloigner. Elle était prudente, protectrice, des qualités qu'il admirait, celles d'une bonne mère. Mais était-elle la mère biologique de Lily? Au cours des 3 jours suivants, Elia instaura une routine. Clara Hara venait faire le ménage dans le petit appartement qu'il avait rapidement loué sur Maple Street, modeste pour lui, mais manifestement luxueux pour elle. Elle travaillait en silence, efficacement. « Vous vivez seul ?» demanda-t-elle le 2e jour en nettoyant les vitres. « Oui, » répondit Elia, faisant semblant d'être occupé sur son ordinateur portable à la table de la cuisine. « Je suis comptable, je travaille surtout de chez moi. » Un autre mensonge, il possédait l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, mais il était en congé indéfini depuis la mort de Rosie. Ses directeurs géraient tout pendant qu'il errait dans son propre chagrin. « Lily vous aime bien », fit remarquer Clara Hara d'un ton dégagé. Elle a dit, « Il a des yeux tristes. » Cette observation le prit au dépourvu. Les enfants voient des choses que les adultes ne remarquent pas. Clara Hara acquiesça. Lily a toujours été comme ça, spéciale, très observatrice. Elle marqua une pause. Depuis qu'elle est bébé. C'était la première fois que Clara Hara mentionnait le passé de Lily. Elia essaya de garder un ton neutre. « Vous l'avez eue très jeune ?» Clara Hara cessa de nettoyer et regarda par la fenêtre un instant. Elia crut qu'elle n'allait pas répondre. « Je ne l'ai pas eue, dit-elle enfin, toujours dos à lui. Je l'ai trouvée. » Le cœur d'Elia s'emballa. « Que voulez-vous dire ?» Clara Hara se retourna, les yeux cherchant à déterminer jusqu'où elle pouvait lui faire confiance. « Je travaillais comme femme de ménage dans une église il y a 5 ans. Un matin d'hiver, j'ai trouvé un bébé à la porte de derrière. Personne n'est jamais venu la réclamer. « Alors vous l'avez adopté ?» demanda Elia, la voix calme malgré la tempête en lui. « Pas officiellement », admit Clara en baissant la voix. « Je n'ai pas de papier, je suis immigrée. J'ai averti la police pour le bébé abandonné. Je ne sais pas, quelque chose m'a dit de la protéger. » Elle fixa Elia. « Je n'ai jamais raconté ça à personne. » Elia hocha la tête, sentant le poids de la confiance qu'elle plaçait en lui. « Votre secret est bien gardé avec moi. » Le lendemain, Elia arriva avec un sac de provisions. « J'ai acheté trop de choses pour une seule personne, expliqua-t-il. Clara Hara hésita, mais accepta. Le jour suivant, il apporta un petit radiateur. « L'hiver approche, et j'ai entendu dire que le vôtre était cassé. » Il avait surpris Lily en parler à sa mère, devant la porte, l'une des fois où il les avait observés discrètement. Clara Hara accepta son aide avec un malaise grandissant, mais aussi avec une reconnaissance silencieuse. Elia voyait qu'elle était fière, mais trop pragmatique pour refuser l'aide qui profitait à Lily. Quand, le 5e jour, Elia demanda s'il pouvait passer chez elle pour réparer un robinet qui fuyait, dont Lily avait parlé, Clara Hara finit par aborder la question de front. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle directement. « Les gens comme vous n'êtes pas les gens comme nous sans raison. » Elia sentit le poids de tous ses mensonges, de sa véritable identité, de ses soupçons. Mais il ne pouvait rien révéler encore. « Peut-être que j'essaie simplement d'être une meilleure personne, » répondit-il, surpris par la sincérité dans sa propre voix.
Et peut-être que vous deux, vous me rappelez qu'il y a de la bonté dans le monde, même quand c'est impossible à croire. Clara Hara l'observa longuement, comme si elle pouvait lire en lui. Finalement, elle hocha la tête. Ce robinet fuit depuis des mois. Ce serait bien de l'avoir réparé. En rentrant chez lui ce soir-là, Elia comprit qu'il se rapprochait de la vérité qu'il cherchait. Clara Hara avait trouvé un bébé abandonné à peu près à l'époque de l'incendie, un bébé devenu Lily avec le visage de Rosie. La coïncidence était trop grande pour ne pas éveiller des soupçons. Mais comment et pourquoi? Les questions le hantaient, avec la certitude grandissante que son monde allait être bouleversé une fois de plus. Elia était assis, seul, dans son véritable appartement, un vaste penthouse au centre-ville, avec vue sur le parc. Là où il vivait vraiment, et non pas dans le petit logement qu'il avait loué pour maintenir son histoire face à Clara Hara. Sur la table basse, un gros dossier de documents, jauni par le temps pour certains, était ouvert. À côté, un verre de whisky à moitié vide reflétait la faible lumière d'une lampe. Il était 3 heures du matin, mais impossible de trouver le sommeil. Les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer pendant 3 ans refaisaient surface avec une nouvelle intensité. Avec un soupir, il prit une photo sur le dessus de la pile. Sur celle-ci, une fillette aux yeux gris vert souriait en serrant contre elle un chien en peluche brun. Rosie, à 5 ans, 6 mois avant l'incendie. Comment ai-je pu ne pas le voir plus tôt? Murmura-t-il pour lui-même. L'incendie avait eu lieu une nuit d'hiver. Elia était en voyage d'affaires au Japon, en train de conclure un contrat qui allait doubler la valeur de sa société. Caroline, sa femme, l'avait appelé plus tôt dans la journée. Ils s'étaient disputés, encore une fois, à propos de sa tendance à faire passer le travail avant la famille. Rosie a encore demandé quand tu rentrais, avait dit Caroline au téléphone, d'une voix lasse. Elle s'endort tous les soirs avec cette peluche ridicule que tu lui as offerte. Dis-lui que je serai là dans 2 jours, avait-il répondu en signant des papiers. Et que je lui ramènerai un cadeau du Japon. Les cadeaux ne remplacent pas la présence, Elia. L'appel s'était terminé sur une tension palpable. Ce fut la dernière fois qu'il lui parla. Le coup de fil qui changea tout arriva à 4h17, heure du Japon. Son assistant personnel, la voix tremblante, lui annonça l'incendie qui avait ravagé l'aile et de son manoir, là où se trouvaient les chambres. Une fuite de gaz, apparemment un terrible accident. Elia ferma les yeux, ressentant la même oppression dans la poitrine que ce jour-là. Le vol de retour fut le plus long de sa vie, 16 heures en jet privé à imaginer sa maison en flammes. À son arrivée, le manoir fumait encore. Pompiers, police, experts légistes. Le corps de Caroline avait été retrouvé dans le couloir, elle avait essayé de s'enfuir, mais la fumée l'avait asphyxiée. On l'avait identifiée grâce à ses bijoux et son alliance. Et Rosie? Le corps retrouvé dans sa chambre était méconnaissable, sévèrement brûlé, trop petit pour permettre une analyse ADN concluante. Les enquêteurs avaient conclu à son identité selon l'endroit où il avait été découvert, les restes de son pyjama favori, les signes irréfutables qu'il s'agissait de sa chambre. Elia prit un autre document du dossier, le rapport du coroner, les mots techniques et cliniques qui tentaient de décrire ce qui restait de sa petite fille. Cela lui donnait la nausée, comme à l'époque. « J'ai accepté trop vite », murmura-t-il en se passant une main sur le visage, épuisé. Après les funérailles, avec des cercueils fermés, des fleurs blanches partout, Elia sombra dans un chagrin si profond qu'il frisait l'autodestruction. Il vendit le manoir, s'éloigna de l'entreprise, se coupa du monde. Il ne pouvait même pas se rendre sur les tombes, la douleur était trop forte. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Pendant 3 ans, il avait vécu comme un fantôme, sans Caroline, sans Rosie, sans but, se contentant d'exister jour après jour, porté par la fortune qu'il avait bâtie et qui, à présent, ne signifiait plus rien. Jusqu'à ce qu'il voie Lily tomber sur ce trottoir trempé. Il retourna vers la table basse et saisit sa tablette. Dessus figurait une photo de Lily qu'il avait prise discrètement en réparant le robinet qui fuyait chez elle. La fillette dessinait à la petite table de la cuisine, concentrée, la langue légèrement sortie, exactement comme Rosie en son temps. Il plaça cette photo à côté de celle de Rosie. Les yeux, le nez, la forme du visage, la ressemblance était frappante. Quiconque dirait qu'il s'agissait de la même enfant. Mais ce n'était pas possible. Rosie aurait 8 ans aujourd'hui, Lily en avait 5 et demi. Les âges ne correspondaient pas. Sauf si... Elia attrapa le rapport d'enquête sur l'incendie. Il le relut pour la 100e fois depuis qu'il avait rencontré Lily. Les détails de l'enquête, cause probable, fuite de gaz, explosion initiale dans l'aile, victimes identifiées sur place.
identifié sur place. Soudain, une idée troublante germa dans son esprit. Et si ce corps n'était pas celui de Rosie? Et si, pour une raison inexplicable, sa fille avait été sortie de la maison avant l'incendie? Il vérifia l'heure sur son téléphone, 3h47. Tant pis. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Marcus? C'est Elia Marshall. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de vos services. C'est urgent. Marcus Hampton était un ancien flic qui avait travaillé comme chef de la sécurité pour Elia pendant des années, avant l'incendie. Un homme discret, efficace et surtout loyal. Monsieur Marshall, ça fait un bail, répondit une voix grave après plusieurs sonneries. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu enquêtes discrètement sur quelque chose. À propos de l'incendie. Je croyais que tout était classé, monsieur. Moi aussi, Marcus. Mais je ne suis plus sûr de rien. Après avoir raccroché, Elia se replongea dans les documents. Il y avait un détail qu'il n'avait jamais vraiment expliqué. Cette nuit-là, le système de sécurité du manoir avait été hors service pendant presque 1 heure avant que l'incendie ne commence. Les enquêteurs avaient attribué ça à une panne électrique liée au même problème qui avait causé la fuite de gaz. Mais si ce n'était pas une coïncidence? Il prit une autre photo de Rosie, où elle souriait en exhibant quelques dents de lait manquantes. Lily avait le même sourire, les mêmes yeux, la même inclinaison de la tête quand quelque chose l'intriguait. Le test ADN n'avait jamais été totalement concluant, les restes correspondaient à une enfant de l'âge et de la taille de Rosie, trouvée dans sa chambre, mais il n'y avait pas de preuve absolue d'identité. Elia se sentit pris de vertige. Si ce n'était pas Rosie dans cette pièce, alors qui était-ce? Et si sa fille était vivante, pourquoi l'aurait-on enlevée? Dans quel but? Il reposa son regard sur la photo de Lily. Clara Hara avait dit qu'elle l'avait trouvée devant une église, il y a 5 ans. Mais exactement quand? Avant ou après l'incendie? L'incendie avait eu lieu le 22 janvier, 3 ans auparavant. Si Clara Hara avait trouvé Lily seulement quelques jours après. Il se servit un autre whisky, la main tremblante. Les possibilités le terrifiaient autant qu'elles l'emplissaient d'un espoir douloureux. Si Lily était Rosie, cela signifiait que quelqu'un avait orchestré tout ça, l'incendie, la disparition de sa fille, la mort de Caroline. Cela voulait dire meurtre. Cela signifiait que pendant 3 ans, il avait pleuré quelqu'un de toujours vivant. Cela signifiait qu'il pouvait avoir une seconde chance. Et si Rosie est en vie? Chuchota-t-il dans la pièce vide. La question résonna dans son cœur comme un cri. Pour la première fois depuis des années, Elia pleura à chaudes larmes, un mélange de confusion, de peur et d'un espoir si fragile qu'il faisait mal. Il s'effondra sur le canapé, brisé physiquement et émotionnellement. Ce doute persistant l'empêcherait de dormir cette nuit-là, et bien d'autres, mais il lui redonnait aussi un but qu'il n'avait plus ressenti depuis la perte de sa famille. S'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance que Lily soit Rosie, il trouverait la vérité, peu importait le temps, l'argent ou les obstacles. Car, pour la première fois en 3 ans, Elia avait quelque chose pour lequel se battre. Le dimanche se leva sur un ciel clair, un rare jour de printemps sans nuages. Elia se rendit en voiture jusqu'à la rangée de maisons modestes, avec une boîte à outils sur le siège passager et un sac de provisions à l'arrière. Il avait promis de réparer non seulement le robinet de la cuisine, mais aussi une fenêtre qui ne fermait plus correctement. En se garant, il aperçut Lily qui jouait dans le petit carré de terre devant les maisons. Elle construisait quelque chose avec des cailloux et des brindilles, totalement absorbée. Lorsqu'elle le vit, elle se redressa d'un bond. « Elia, tu es venu réparer notre maison ?» Son sourire était large, plein de confiance, là où il n'y avait autrefois que de la méfiance. « Oui, répondit-il, sentant ce pincement familier dans la poitrine. « Ta maman est là? Elle fait du café. Viens. » Lily lui prit la main sans hésiter, l'entraînant vers la maison. Ce simple geste, sa petite main chaude dans la sienne, déclencha en Elia une vague d'émotion qu'il eut peine à contenir. Clara Hara était dans la cuisine, un foulard coloré noué dans les cheveux, en train de préparer du café dans une vieille cafetière. Le parfum embaumait la petite pièce propre, malgré la pauvreté évidente. Chaque recoin témoignait d'une certaine attention, des rideaux faits de chutes de tissu et assortis, des fleurs des champs dans un bocal en verre, les dessins de Lily accrochés au frigo par des aimants. « Bonjour, dit-elle en se retournant, un sourire fatigué. « Un café ?»« Volontiers, répondit Elia en posant la boîte à outils. « J'ai aussi apporté quelques provisions pour le déjeuner. » Clara Hara fronça les sourcils. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais, mais j'en avais envie. »
Pendant qu'Elia s'attelait au robinet, Lily s'assit par terre dans la cuisine pour l'observer, bombardant de questions. Pourquoi cette clé est différente? Comment sait-on quelle pièce est cassée? Il répare aussi des trucs dans son travail de comptable? Il répondit patiemment à chacune. Une fois le robinet réparé, ils déjeunèrent tous les trois ensemble à la petite table de la cuisine. C'était la première fois qu'ils partageaient un repas, et le silence fut un peu gênant au début. Lily m'a dit que tu lui avais apporté un jeu, hier, remarqua Clara en rompant la glace. Elia acquiesça. Un puzzle, j'espère que ça ne te dérange pas. Il a 500 pièces, maman. C'est un château, s'écria Lily. Clara sourit à sa fille. Ça ne me dérange pas. On n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux, c'est tout. Monsieur le comptable est gentil, déclara Lily avec la franchise d'un enfant. Il a des yeux tristes, comme le chien qu'on a vu au refuge. Tu te souviens, maman? Lily, gronda doucement Clara. Ce n'est rien, intervint Elia en riant, surpris de se sentir aussi léger. Elle a raison, mes yeux sont parfois tristes. Après le déjeuner, tandis que Lily jouait dans sa petite chambre, Clara et Elia s'assirent sur le perron improvisé, 2 marches en bois et une chaise usée. Elle lui offrit une autre tasse de café, qu'il accepta. Tu ne parles jamais de ta vie, remarqua Clara en regardant la rue silencieuse. Elia hésita. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde a une histoire. Elle insista doucement. Tu connais la mienne, j'ai trouvé Lily, je me bats pour l'élever. Mais toi, tu restes un mystère. Le soleil de l'après-midi soulignait les marques de soucis autour des yeux de Clara, qui ne correspondaient pas à son âge. Il y avait en elle une résilience qu'Elia admirait profondément. J'ai perdu ma famille, finit-il par dire, les mots lui faisant mal à prononcer. Il y a 3 ans. Clara ne dit rien, attendant simplement qu'il continue. Ma femme et ma fille. Un accident. Après ça, je me suis retirée de tout et de tout le monde. Je suis désolée, murmura Clara, la compassion sincère dans la voix. La douleur ne part jamais, hein? Non. Elle change juste de forme. Ils restèrent un moment en silence, le genre de silence qui n'existe qu'entre ceux qui connaissent la perte. Quand j'ai trouvé Lily, dit doucement Clara, j'étais au plus bas. J'étais arrivée dans ce pays avec des promesses de travail qui se sont révélées fausses. J'étais seule, sans papier, à faire le ménage dans une église pour presque rien, je dormais dans le débarras. Elle but une gorgée de café. Puis, un matin glacial, j'ai entendu un léger cri. Il y avait un bébé, emmailloté dans des couvertures, laissé devant la porte de derrière. Elia écoutait attentivement, le cœur battant. J'aurais dû appeler la police immédiatement, mais quand je l'ai prise dans mes bras. Clara sourit à ce souvenir. Quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis mon arrivée ici, j'ai ressenti un but. Tu te souviens de la date exacte? Demanda Elia en essayant de paraître détendu. Fin janvier, il y a 5 ans, répondit Clara en fronçant les sourcils. Il faisait si froid qu'il neigeait. Fin janvier. Quelques jours après l'incendie. Elia prit une inspiration, luttant pour garder le contrôle. Tu l'as sauvée, dit-il. Non, c'est elle qui m'a sauvé, rétorqua Clara en secouant la tête. À ce moment-là, Lily sortit en trompe de la maison, brandissant un dessin. Regarde ce que j'ai fait. C'était un simple croquis au crayon de couleur, 3 silhouettes bâtons, l'une petite avec une robe, l'autre un peu plus grande avec de longs cheveux, et la dernière haute, apparemment munie d'une boîte à outils. C'est toi, moi et monsieur le comptable, expliqua Lily en pointant chaque personnage. Elia prit le dessin avec précaution, comme un trésor. Je peux le garder? Oui, je l'ai fait pour toi. Au fil des semaines suivantes, Elia se mit à fréquenter régulièrement la maison de Clara et Lily. Il réparait des choses, apportait des livres pour enfants, et parfois restait simplement assis sur le perron à discuter avec Clara pendant que Lily jouait. Un soir, alors qu'il l'aidait à faire ses devoirs, Elia remarqua que la fillette l'observait avec curiosité. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il avec un sourire. « Tu es triste parce que tu n'as pas de famille ?» La question le prit de court. Clara, qui repassait du linge à côté, s'immobilisa. « J'en avais une, répondit-il sincèrement, et elle me manque tous les jours. »« Tu peux rester avec nous, répliqua Lily avec simplicité. Nous pouvons être ta famille, maintenant. » Les yeux d'Elia s'embuèrent de larmes qu'il ne put retenir. Ce serait très gentil. Ce soir-là, en le raccompagnant jusqu'à la porte, Clara s'excusa. « Désolé pour ce que Lily t'a dit. Les enfants ne comprennent pas tout. »« Pas de problème, l'interrompit doucement Elia. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dite depuis des années. » Clara l'observa un instant, puis, dans un geste inattendu, lui toucha légèrement le bras.
Tu as été bon avec nous, Elia. Merci. Sur le chemin du retour, Elia repensa à leur conversation du jour, à l'histoire de Clara Hara, au dessin de Lily, à la sensation de sa petite main dans la sienne. Les doutes et les questions sur l'incendie, sur la véritable identité de Lily, le hantaient toujours. Marcus continuait d'enquêter discrètement. Mais quelque chose en Elia se transformait. Ses visites, ses échanges simples sur la perte et l'espoir, commençaient à combler peu à peu le vide qu'il pensait éternel. Le lien qu'il ressentait avec Clara Hara et Lily dépassait l'hypothèse que Lily puisse être sa fille perdue. Pour la première fois en 3 ans, Elia songea à l'avenir, un avenir qui, d'une façon inexplicable, incluait une femme forte et sa fille spéciale, vivant dans un quartier pauvre. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, cette pensée le fit sourire. La pluie était revenue, tombant lourdement sur la ville. Elia regardait les gouttes glisser sur la vitre du café où il attendait. L'endroit était modeste, dans un quartier reculé où personne ne l'aurait reconnu. Il regarda sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Marcus était en retard. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Elia reconnut aussitôt la silhouette imposante de l'ex-flic. Marcus Hampton avait vieilli en 3 ans depuis leur dernière rencontre. Des cheveux plus gris, des rides plus profondes sur son visage, mais il conservait ce regard vif qu'il avait rendu si précieux en tant que chef de la sécurité. « Monsieur Marshall », dit Marcus en s'asseyant, la voix basse et rauque. « Merci d'être venu, Marcus. Et s'il te plaît, maintenant c'est juste Elia. » Le plus âgé hocha la tête, commanda un café à la serveuse avant de se tourner pleinement vers son ancien employeur. « Tu as l'air en meilleure forme que la dernière fois qu'on s'est vu, observa-t-il. Elia tenta de sourire. La dernière fois, c'était aux funérailles. Exactement. Le silence pesa un instant entre eux. Marcus avait travaillé pour Elia pendant 8 ans, avant l'incendie. Il connaissait Caroline, avait vu Rosie grandir. Après la tragédie, quand Elia avait renvoyé son personnel et s'était retiré du monde, Marcus avait respecté sa décision, restant à l'écart mais toujours disponible. « Tu as mentionné quelque chose au téléphone à propos de l'incendie, » dit Marcus, allant droit au but. « Je pensais que ce chapitre était clos. » Elia se pencha en avant, baissant la voix. « J'ai rencontré une enfant. Une fillette de 5 ans et demi qui s'appelle Lily. » Calmement, il raconta à Marcus sa rencontre avec Lily sous la pluie, la ressemblance troublante, Clara Hara et l'histoire du bébé abandonné. Pendant qu'il parlait, il observa le visage de son ancien chef de la sécurité passer du scepticisme à l'intérêt. « Je comprends ta réaction, » conclut finalement Marcus. « Perdre une fille est dévastateur, c'est normal de projeter. »« Je ne projette pas, » interrompit Elia, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Il prit une profonde inspiration. « Désolé, mais ce n'est pas ça. Regarde par toi-même. » Il fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, des photos de Lily qu'il avait prises discrètement, à côté de vieilles photos de Rosie. La similarité était indéniable. Marcus étudia les images avec un œil de professionnel, son visage ne trahissant aucune émotion. « L'âge ne correspond pas, remarqua-t-il. Ta fille aurait 8 ans aujourd'hui. Je sais, ça n'a pas de sens. Mais quand même, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Enquêter. Trouver des archives sur un bébé abandonné à l'église où travaillait Clara Hara. Voir si quelqu'un a remarqué quelque chose d'étrange dans les jours qui ont suivi l'incendie. Revoir les rapports médico-légaux. N'importe quoi qui puisse expliquer ça. » Elia montra les photos. Marcus soupira, passant une main dans ses cheveux gris. « J'ai des contacts, je peux poser quelques questions discrètes. Mais il faut que tu comprennes, même s'il y a un lien, ça ne sera peut-être pas ce que tu espères. » « Je veux juste la vérité, » répondit Elia. « J'ai besoin de savoir. » Au cours des 2 semaines suivantes, Elia partagea son temps entre ses visites à Clara Hara et Lily, et des rendez-vous discrets avec Marcus. L'enquête progressa lentement, morceau par morceau. « J'ai retrouvé le rapport de police, » annonça Marcus un après-midi pluvieux, de nouveau dans ce café éloigné. Une femme nommée Clara Hara Diaz a bien signalé un bébé abandonné derrière l'église Saint-Matthews le 28 janvier, il y a 3 ans. 6 jours après l'incendie. Le cœur d'Elia s'emballa. Quoi d'autre? La procédure standard aurait été de placer l'enfant dans les services sociaux, poursuivit Marcus en consultant ses notes. La travailleuse sociale assignée n'est jamais venue et l'agent Reynolds a noté que la femme qui avait trouvé le bébé, étant employée de l'église, le garderait temporairement jusqu'à ce que tout soit réglé. Et ça n'a jamais été réglé? Marcus secoua la tête. Apparemment,
Le dossier est tombé dans un vide bureaucratique. Pas de documents, pas de suivi. Officiellement, cet enfant n'existe pas dans le système. Clara Hara m'en avait parlé. Elle disait que Lily n'avait pas de papiers officiels. Marcus se renfonça dans sa chaise, observant Elia avec l'expérience du métier. Ça, en soi, ne prouve rien sur l'identité de la fillette. Je sais, mais c'est un début. La semaine suivante, Marcus apporta d'autres pièces du puzzle. J'ai revu le dossier de l'incendie, il y a des incohérences intrigantes. Il ouvrit un fichier sur sa tablette. Le système de sécurité du manoir a été désactivé 47 minutes avant que la première alarme incendie ne se déclenche. Le rapport officiel parle d'une panne électrique liée à la fuite de gaz. Mais tu n'y crois pas? Ce système était de pointe, avec plusieurs sauvegardes. La probabilité d'une panne totale est presque nulle. Marcus marqua une pause. J'ai aussi vérifié le planning de l'équipe de sécurité pour cette nuit-là. Bill Harmon, qui aurait dû surveiller les caméras, a inexplicablement pris un congé sans être correctement remplacé. Un frisson parcourut Elia. Tu suggères que c'était planifié? Je dis qu'il y a des éléments suspects. Marcus le fixa droit dans les yeux. Il y a plus. Le corps retrouvé dans la chambre de Rosie. Le rapport initial disait que les restes correspondaient à une enfant de 5 ans. Mais l'examen médico-légal détaillé indique une marge d'erreur importante à cause de l'état des restes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait aucune certitude absolue que c'était Rosie. À l'époque, personne n'avait de raison d'en douter, vu que c'était dans sa chambre. Mais théoriquement, ça aurait pu être n'importe quelle petite fille. L'implication était si monstrueuse qu'Elia a dû prendre un moment pour encaisser. Tu es en train de dire que quelqu'un aurait pu mettre un autre corps à sa place? Marcus hésita. C'est une possibilité infime, mais pas impossible. Dans les jours qui suivirent, chaque nouvelle information alimentait l'obsession grandissante d'Elia. Il passait des nuits blanches à relier des points, à formuler des théories. Qui aurait intérêt à enlever sa fille et à simuler sa mort? Pourquoi abandonner l'enfant ensuite? Et pourquoi, après 5 ans, Lily ne semblait en avoir que 5 et demi au lieu de 8? La réponse à cette dernière question vint de façon inattendue, par un médecin consulté en privé par Marcus. Les enfants qui subissent un traumatisme sévère ou une privation extrême peuvent présenter un retard de développement, expliquait le spécialiste dans les notes que Marcus remit à Elia. Cela inclut un retard de croissance physique. Il n'est pas rare qu'un enfant paraisse nettement plus jeune que son âge réel, surtout en cas de malnutrition durant ses premières années. La pièce finale apparut quand Marcus découvrit des virements bancaires suspects effectués par Cole Weber, l'ancien associé d'Elia, dans les semaines précédant l'incendie. Des sommes énormes envoyées vers des comptes offshore liés à des mercenaires connus. Cole? Elia était abasourdi. On était comme des frères. Il a presque pris la tête de l'entreprise après ton départ, lui rappela Marcus. Et d'après ce que j'ai trouvé, il était pratiquement en faillite avant l'incendie, à cause de placements personnels désastreux. Le tableau était presque complet, bien qu'il restât des zones d'ombre. À chaque visite chez Clara Hara, Elia se sentait plus déchiré, la joie d'être près de celle qu'il croyait être sa fille et l'agonie de ne pouvoir révéler la vérité, de ne pas la connaître totalement. Jusqu'au jour, un après-midi pluvieux, ressemblant à celui de leur première rencontre, Elia décida qu'il était temps. Clara Hara était seule quand il arriva. Lily passait l'après-midi chez une amie, un rare moment d'enfance normal que Clara Hara tenait à lui offrir malgré leurs difficultés. « Je pensais que tu viendrais plus tard », dit-elle, surprise, en ouvrant la porte. Elia avait l'air différent, plus pâle, plus tendu, une détermination dans les yeux que Clara Hara ne lui avait jamais vue. « Il faut qu'on parle », se contenta-t-il de dire. Ils s'assirent autour de la petite table de la cuisine, chacun une tasse de thé. Pendant plusieurs minutes, Elia fixa le liquide fumant comme s'il rassemblait son courage. « Je ne m'appelle pas Elia Reynolds. Je suis Elia Marshall. » Clara Hara fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas. Je ne suis pas comptable. Je suis le propriétaire de Marshall Technology. » Il l'observa, attendant un signe de reconnaissance. « C'est une sorte d'entreprise ?» demanda Clara Hara, sincèrement perplexe. Cela le fit presque sourire. Clara Hara vivait si loin du monde des affaires qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une des plus grandes firmes technologiques du pays. Oui, une grosse entreprise. Mais ce n'est pas ça qui importe maintenant. Il prit une longue inspiration. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma femme et ma fille dans un incendie. D'un ton mesuré, Elia lui raconta tout,
Caroline et Rosie, le voyage au Japon, le réveil en apprenant la nouvelle de l'incendie, les années de deuil solitaire. Jusqu'à cette nuit pluvieuse où j'ai trouvé une fillette sur un trottoir, dit-il, les larmes aux yeux. La fillette qui a le visage de ma fille. Clara Hara était devenue livide, ses mains serrant sa tasse. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Elia sortit le dossier qu'il avait apporté. Il disposa sur la table des photos de Rosie, côte à côte avec des photos récentes de Lily. Ma fille avait 5 ans quand j'ai cru qu'elle était morte. Clara Hara fixa les photos, visiblement bouleversée. La ressemblance était indéniable, troublante. « C'est impossible ?» murmura-t-elle. « Tu as trouvé Lily 6 jours après l'incendie, » poursuivit Elia. « Dans la même ville. Un bébé sans explication. » Clara Hara se leva brusquement, s'éloignant de la table. « Non. Lily est ma fille, pas biologiquement, mais elle est à moi. Je l'ai élevée. Je l'aime. Je sais, Clara Hara. » Elia garda un ton doux. « Et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais j'ai besoin de savoir la vérité. Nous avons besoin de savoir. » Le silence qui suivit fut long et lourd. Clara Hara regarda par la fenêtre, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Enfin, elle se rassit, plus calme, bien que ses mains tremblent encore. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Tout. Comment tu l'as trouvé, exactement ?» Clara Hara ferma les yeux, comme pour revivre ce jour. Il était très tôt, avant l'aube. Je dormais dans la remise de l'église. Le pasteur me laissait y rester en échange de nettoyage. J'ai entendu un faible pleur, presque imperceptible. Ses yeux s'ouvrirent et se perdirent dans le vide. J'ai trouvé un petit paquet à la porte arrière, un bébé enveloppé dans une vieille couverture, qui pleurait doucement. Elle était froide mais pas gelée, elle n'était pas là depuis longtemps. Y avait-il quelque chose avec elle? Un mot? Une pièce d'identité? Clara Hara secoua la tête. Rien, juste cette couverture et un petit bracelet à son poignet. Le cœur d'Elia faillit s'arrêter. Un bracelet? Oui. Un petit bracelet en or. Il avait l'air trop cher pour quelqu'un qui abandonne un bébé. Je l'ai gardé pour quand elle serait plus grande. Où est-il maintenant? Clara Hara hésita un instant, puis se leva et alla chercher un petit coffret de bois dans un coffre du salon. Lorsqu'elle l'ouvrit, Elia vit un délicat bracelet en or avec un petit pendentif en forme de rose. Celui qu'il avait offert à Rosie pour son 4e anniversaire. Sa main tremblait tant qu'il pouvait à peine le tenir. « C'est le sien ?» murmura-t-il. « Celui de Rosie. » Clara Hara revint s'asseoir, l'air accablé. « Je me suis toujours demandé pourquoi on abandonnerait un enfant avec un objet si précieux. J'ai pensé à le vendre, dans les pires moments, mais ça me semblait mal. Comme si c'était son seul lien avec son passé. » Elia tenait le bracelet comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. D'une certaine manière, ça l'était. « Qu'est-ce qui s'est passé après que tu l'as trouvé? » J'ai appelé la police, comme il fallait. Un officier est venu, a pris ma déposition. Il a dit qu'une travailleuse sociale viendrait pour le bébé, mais des heures ont passé et personne n'est venu. Clara Hara esquissa un sourire triste. Ce jour-là, je devais nettoyer l'église pour l'office du matin. J'ai gardé le bébé contre moi, j'ai fabriqué un porte-bébé avec un drap. Elle a dormi tout le temps, si paisiblement. Elle croisa le regard d'Elia. Quand la travailleuse sociale a enfin appelé, elle a dit qu'elle était débordée, qu'il y avait une tempête de neige et qu'elle viendrait le lendemain. L'agent de police a suggéré que je garde le bébé pour la nuit, puisque je travaillais à l'église et que le pasteur pouvait se porter garant. Et la travailleuse sociale n'est jamais venue, conclut Elia. Clara Hara acquiesça. Le lendemain, j'ai rappelé pour faire un suivi. Ils ont dit qu'il y avait eu un problème de classement, que son dossier avait été mal enregistré, qu'ils allaient le prioriser, mais qu'ils avaient besoin de quelques jours. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Les jours sont devenus des semaines. Mes appels de suivi se sont espacés, puis ont cessé complètement. Et moi, je n'ai pas insisté davantage. J'aimais déjà trop cet enfant pour la laisser partir. Elia comprenait parfaitement ce sentiment, l'instant d'amour total et irrévocable pour un enfant. Tu l'as sauvé, Clara. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si je n'avais pas entendu ce faible pleur, dit-elle, la voix brisée. J'ai toujours été reconnaissante d'avoir été là cette nuit-là. Moi aussi, répondit Elia, en lui prenant la main à travers la table et en la serrant doucement. À cet instant, il n'y avait ni colère ni reproche, seulement une profonde gratitude pour cette femme qui avait veillé sur sa fille alors qu'il la croyait perdue à jamais. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
demanda Clara, la peur visible dans sa voix. C'était la question que redoutait Elia, car il n'y avait pas de réponse simple. Pas encore, Admil. Je ne connais pas toute la vérité. Il reste beaucoup de questions en suspens. Qui a emmené Rosie hors de la maison? Pourquoi l'avoir abandonnée? Pourquoi paraît-elle plus jeune que son âge? Et Lily, insista Clara. Qu'est-ce qui va lui arriver, à elle, à nous? Elia plongea son regard dans le sien, y voyant un mélange d'amour et de peur. Je sais une chose, Clara, tu es sa mère. Tu l'as aimée et élevée quand moi, je ne pouvais pas être là. Je ne l'oublierai jamais et je n'essaierai jamais de l'effacer. Les larmes roulèrent de plus belle sur le visage de Clara. Mais c'est la fille? Et c'est aussi la tienne, répondit doucement Elia. Je ne sais pas encore comment on va s'arranger, mais je te promets qu'on trouvera une solution ensemble. Quand la pluie cessa enfin, des heures plus tard, 2 personnes étaient assises côte à côte sur la petite véranda, unies par une enfant et par une vérité qu'elle venait de découvrir et qui allait tout bouleverser. La salle d'attente de la clinique était luxueuse et discrète, située au dernier étage d'un immeuble du centre-ville. Elia avait choisi cet endroit avec soin, un laboratoire privé, renommé pour sa discrétion et son exactitude, où personne ne s'étonnerait qu'un milliardaire exige un test de paternité en urgence. Obtenir les échantillons nécessaires au test s'était révélé étonnamment facile. Un gobelet dont Lily avait bu, quelques cheveux trouvés sur une brosse. Clara avait consenti à contre-cœur, comprenant la nécessité d'une certitude absolue, même si tous deux croyaient déjà à la vérité au fond d'eux. Assis maintenant dans le fauteuil en cuir, Elia fixait l'enveloppe dans ses mains. Le docteur Marcus, le directeur du laboratoire, venait de la lui remettre en personne. Les résultats sont concluants, Monsieur Marshall, avait déclaré le médecin avant de se retirer discrètement. Tout est détaillé dans le rapport. Elia se sentit incapable de l'ouvrir, ses mains tremblaient trop. Une partie de lui voulait retarder ce moment, cet ultime instant où le doute pouvait encore exister, car après la confirmation, tout changerait à jamais. Prenant une grande inspiration, il déchira enfin l'enveloppe. Le rapport était là, rempli de jargon technique et de tableaux comparatifs, mais son regard alla directement à la conclusion, imprimée en gras. Probabilité de paternité, 99,998%. Le monde autour de lui s'arrêta. Les mots sur la page semblaient palpiter, grandir, envahir tout son champ de vision. Lily était Rosie. Sa fille était vivante. Elia se leva brusquement, ignorant la réceptionniste qui lui demandait si tout allait bien. Il marcha tel un automate jusqu'à l'ascenseur, descendit au parking et s'installa dans sa voiture. Là, seulement, dans le silence, il laissa la vérité l'assaillir de plein fouet. Le premier sanglot lui déchira la poitrine, un son rauque, presque animal. Puis vinrent les larmes, non pas celles qu'il avait su maîtriser ces derniers jours, mais une crise de larmes incontrôlable qui secoua tout son corps. Il pleura la fille qu'il avait crue morte, il pleura ses 3 années de deuil, il pleura Caroline qui ne saurait jamais que leur fille avait survécu. Il pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que son corps soit épuisé et son esprit curieusement léger. Quand il se calma enfin, une sensation inattendue l'envahit, la paix. Pas une paix totale, car il restait des questions non résolues, des décisions difficiles à prendre, mais une paix née de la certitude, sa fille était en vie. 1 heure plus tard, Elia gara sa voiture devant la maison de Clara. Il l'avait appelée en disant seulement que les résultats étaient arrivés et qu'il devait parler. Elle l'attendait sur le perron, l'anxiété gravée sur son visage. « Lily dort », dit doucement Clara alors qu'il approchait. Le cours de gym l'a épuisé. Elia acquiesça et s'assit à côté d'elle sur la marche en bois. Un instant, ils restèrent silencieux, contemplant le ciel qui commençait à s'assombrir. « C'est bien, hein ?» dit finalement Elia, la voix rauque mais ferme. « C'est Rosie. » Clara ferma les yeux comme pour se préparer à l'impact de ces mots. Bien qu'ils s'y attendissent, la confirmation scientifique apportait une finalité implacable. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle en rouvrant les yeux pour le regarder. Elia sortit le rapport et le lui tendit. Clara le parcourut, puis le lui rendit. « Avant de prendre une décision, je veux que tu saches une chose. » commença prudemment Elia. « Je n'ai pas l'intention de te l'enlever. » Clara cligna des yeux, surprise. « Mais tu es son père biologique, tu as tous les droits. » « Les droits légaux, peut-être, » l'interrompit-il doucement. « Mais il y a quelque chose de plus important, tu es sa maman, Clara. La maman qui l'a élevée et aimée pendant que moi, je la croyais morte. Ça, je n'ai aucune intention de l'effacer. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Clara. « Mais elle est ta fille ? Et elle est aussi la tienne, »
répéta Elia, faisant écho à leurs mots précédents. Nous pouvons convenir que Lily, Rosie, mérite de nous avoir tous les deux dans sa vie. Clara hocha lentement la tête. Comment on s'y prend? C'était la question la plus difficile. Elia inspira profondément. Je ne veux pas de changements radicaux pour le moment. Lily a une vie stable avec toi, malgré les difficultés. La retirer de ça serait traumatisant. Il marqua une pause. Mais je veux être présent. Je veux réapprendre à la connaître, faire partie de sa vie. Et quand le moment sera venu, je veux qu'elle sache la vérité sur qui elle est. Elle est trop jeune pour comprendre tout ça, s'inquiéta Clara. Je suis d'accord. On n'est pas obligé de tout lui dire d'un coup. On peut commencer comme maintenant, moi en simple ami de la famille, et au fil du temps, quand elle sera prête, on lui racontera plus. Clara jeta un coup d'œil vers la maison, vers la petite chambre où dormait Lily. J'ai peur, avoua-t-elle d'une voix douce. Pas seulement de la perdre, mais de ce que cette vérité fera d'elle. Comment expliquer qu'on a voulu la tuer, qu'on l'a abandonnée? Ce sont des choses difficiles à admettre même pour un adulte. Elia sentit le poids de ces questions. Je n'ai pas toutes les réponses, Clara. Mais je sais que mentir n'est pas la solution. Un jour, elle devra savoir. Et l'homme qui a fait ça? Ton ancien associé? Le visage d'Elia se durcit. Marcus rassemble des preuves. Dès qu'on en aura assez, on ira à la police. Cole Weber paiera pour ce qu'il a fait, pour la mort de Caroline, pour avoir tenté de blesser Rosie, pour nous avoir volé 3 ans de nos vies. Un silence pensif tomba entre eux. La nuit était maintenant complète et les étoiles commençaient à poindre. Il y a autre chose à prendre en compte, dit finalement Clara. Notre situation. Notre vie ici. Elia comprit l'inquiétude implicite, le fossé entre la vie simple de Clara et Lily, et le monde de privilèges qu'il pouvait offrir. Je ne veux pas vous déraciner, répondit-il. Mais je ne peux pas non plus faire comme si je n'avais pas les moyens d'améliorer ta vie. Lily mérite une bonne éducation, un suivi médical, des opportunités. Je ne veux pas de ta charité, Elia, répliqua Clara avec une pointe de fierté dans la voix. Ce n'est pas de la charité, répondit-il doucement. C'est ma responsabilité envers ma fille et envers la femme qui l'a sauvée et élevée. Vous êtes ma famille maintenant, Clara. Toutes les deux. Ces mots semblèrent désarmer Clara. Elle observa Elia d'un œil nouveau, comme si elle le découvrait réellement pour la première fois. Tu es en train de suggérer qu'on vive tous ensemble, comme une famille. La question surprit Elia. Je ne crois pas qu'on soit prêt pour ça, admit-il honnêtement. Mais je peux trouver un logement plus sûr pour vous, plus proche de chez moi, avec un jardin pour Lily et une bonne école à proximité. Tu n'aurais plus besoin de travailler autant, tu pourrais étudier si tu en as envie. Clara semblait tiraillée entre la réticence et la tentation. L'occasion d'une vie meilleure pour Lily était difficile à ignorer. Et si elle ne t'aime pas? Demanda soudain Clara. Pas comme amie, mais comme père. Et si elle m'en veut de ne pas lui avoir dit plus tôt? Et si? On devra prendre ses risques, l'interrompit doucement Elia. Mais Lily est une enfant exceptionnelle, avec un cœur incroyable. Je crois qu'elle pourra supporter la vérité quand le moment sera venu. Clara le fixa longuement. Tu l'aimes déjà à nouveau, n'est-ce pas? Même avant d'être sûr. Elia sourit tristement. Je ne pense pas avoir jamais cessé de l'aimer. J'ai seulement appris à vivre avec la douleur de son absence. Il fit une pause, puis reprit. La première fois que je l'ai vue, quand elle est tombée sous la pluie, quelque chose en moi l'a reconnue. Pas logiquement, ni rationnellement, mais d'une façon que je ne peux pas expliquer. Clara acquiesça, comprenant. Je te crois. J'ai ressenti quelque chose de similaire quand je l'ai trouvée. Comme si on était destinés à se rencontrer. Elia observa le profil de Clara dans la faible lueur d'un lampadaire lointain. Cette femme qui avait travaillé inlassablement pour donner une vie décente à un enfant qui n'était pas le sien par le sang, mais l'était à tous les autres égards. Il éprouva un élan de respect et de gratitude si fort qu'il manqua le submerger. « Merci », dit-il simplement. Clara se tourna vers lui. « Pourquoi » ? De l'avoir sauvée. De l'avoir aimée. D'avoir été la mère dont elle avait besoin alors que je ne pouvais pas être un père. Les larmes revinrent dans les yeux de Clara, mais elle ne les cacha pas. Merci à toi de ne pas avoir cherché à me l'enlever. Elia lui prit la main et la serra doucement. Je crois qu'on a vécu la même perte, d'une certaine façon. Toi, tu as perdu ta sécurité, ton pays, ton avenir. Moi, j'ai perdu ma famille, l'envie de vivre. Et quelque part, une petite fille nous a trouvés et nous a sauvés tous les deux.
Clara sourit à travers ses larmes. Elle a ce pouvoir-là. À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit et Lily apparut, se frottant les yeux de sommeil. Elle portait un pyjama à motif d'étoiles, les cheveux en bataille. « Maman » appela-t-elle avant de remarquer Elia. Son visage encore endormi s'illumina. « Elia, tu es venu jouer avec moi ?» Le cœur d'Elia s'emballa. Elle était sa fille, c'était confirmé sans le moindre doute. L'envie de la prendre dans ses bras et de lui dire « Je suis ton papa » était presque irrépressible, mais il se contint et sourit calmement. « Il est un peu tard pour jouer, tu ne crois pas? Tu ne devrais pas être au lit ?» Lily prit un air adorablement boudeur. « J'ai rêvé qu'il y avait une grande maison, avec un jardin et un chien. » Clara et Elia échangèrent un regard. Rosie avait déjà eu un chien avant l'incendie, un golden retriever nommé Max, décédé 2 mois avant la tragédie. « C'était un beau rêve », dit Clara en se levant. « Mais maintenant, il est temps de retourner te coucher. »« Elia, tu peux me raconter une histoire ?» demanda Lily, en arborant cette expression qu'Elia connaissait si bien, celle qui faisait fondre toute résistance. « Si ta maman est d'accord, » répondit-il en regardant Clara. Clara hésita une seconde seulement, puis hocha la tête. « Une histoire courte. » Alors qu'il suivait Lily à l'intérieur, Clara effleura légèrement le bras d'Elia. « Pas à pas, » murmura-t-elle. Elia acquiesça, submergé d'émotions si intenses qu'il pouvait à peine respirer. Joie, peur, espoir, gratitude, tout en même temps. Un pas après l'autre, c'était ainsi qu'il redeviendrait père, qu'il révélerait à Lily qu'elle était Rosie, qu'il reconstruirait une nouvelle famille à partir des cendres du passé. Et pour la première fois depuis 3 ans, Elia croyait que ses pas le mèneraient vers quelque chose de beau. Les jours d'automne raccourcissaient, et les rares arbres du quartier prenaient des teintes dorées avant de perdre leurs feuilles, dans l'inévitable déroulement des saisons. Elia devint peu à peu une présence constante dans la vie de Lily. Au début, ses visites étaient brèves. Il arrivait avec un prétexte quelconque, réparer quelque chose, apporter des courses, offrir un trajet. Il arrivait avec un sourire timide, comme s'il demandait la permission d'être là, bien que lui et Clara eussent déjà convenu de cette approche progressive. « Monsieur Sourire est là », lançait Lily dès qu'elle le voyait se garer, courant jusqu'à la porte avant même qu'il ne frappe. Le surnom était venu spontanément. « Pourquoi tu souris toujours quand tu me vois ?» lui avait-elle demandé un jour, avec la curiosité candide des enfants. Pris de court, Elia ne sut que dire. Comment expliquer qu'il souriait parce que chaque instant passé avec elle relevait du miracle qu'il n'espérait plus? « Parce que tu me rends heureux », répondit-il simplement. Même quand je suis grognon, le taquina Lily, en repensant à un jour où elle avait fait une petite crise parce qu'elle ne voulait pas prendre son bain. Même là, confirma-t-il en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. Les visites s'allongèrent. Elia commença à arriver plus tôt et à repartir plus tard. Un soir, il resta dîner. La semaine suivante, il aida Lily à faire ses devoirs. Bientôt, il passa chez elle presque tous les jours. Clara observait la situation avec des sentiments mitigés. La peur naturelle de perdre la fillette qu'elle avait élevée, mais aussi une joie sincère de voir se renforcer le lien entre eux deux. Et, en secret, elle appréciait ces moments de répit que la présence d'Elia lui offrait, elle n'était plus seule à veiller sur Lily. Un après-midi, alors qu'elle faisait la vaisselle dans la cuisine, Clara entendit des éclats de rire qui venaient du petit salon. Elle jeta un coup d'œil par la porte entrebâillée. Elia était assis par terre avec Lily, en train de construire quelque chose avec les blocs colorés qu'il avait apportés comme cadeau. « Non, tu peux pas mettre le rouge sur le vert », expliquait Lily avec sérieux. « Le rouge va seulement avec le jaune. »« Ah, je vois », répondit Elia en faisant mine d'examiner la situation avec la même gravité. « Et le bleu, alors ? » ?»« Le bleu est spécial, il peut aller avec n'importe quelle couleur. »« Comme toi. » Lily inclina la tête, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Tu es spécial. Tu rends tout le monde heureux, peu importe la couleur de leur journée. » Lily éclata de rire, comme s'il venait de dire une bêtise. Les journées n'ont pas de couleur, monsieur Sourire. Elles en ont, pourtant. Les journées tristes sont grises, les journées joyeuses sont jaunes, les journées trop chargées sont rouges. Et aujourd'hui, c'est quelle couleur ? Demanda Lily, fascinée par le jeu. Elia la regarda avec une tendresse qui serra le cœur de Clara. Aujourd'hui, il est d'un bleu éclatant. Le meilleur des jours. Clara se recula sans bruit, essuyant une larme en douce. Des instants comme celui-ci la prenaient encore au dépourvu, de petits moments qui la touchaient profondément. Les semaines passèrent, et les choses évoluèrent peu à peu. La vieille maison avait maintenant un réfrigérateur neuf,
qu'Elia avait insisté pour acheter après la panne de l'ancien. Il y avait plus de livres sur les étagères, plus de fruits dans le panier, plus de couleurs dans les dessins que Lily collait au mur. Et plus de sourires sur tous les visages. Une nuit de pluie, alors que Clara Hara rentrait en retard du travail, Elia resta seul avec Lily pour la première fois. Il était nerveux, même s'il avait déjà pris soin d'elle un nombre incalculable de fois dans ce qu'il appelait sa « première vie » avant l'incendie. « On fait un pique-nique dans le salon », proposa Lily quand l'averse annula leur sortie prévue au parc. Ils étendirent une couverture sur le sol du salon et préparèrent des sandwichs tout simples. Lily insista pour couper celui d'Elia en triangle, parce que les adultes aiment les choses pointues, une logique qui le fit rire. Pendant leur pique-nique, elle le bombarda de questions sur son travail, sa maison, s'il avait un chien, pourquoi il n'avait pas d'enfant. « J'avais une fille, autrefois », répondit Elia à cette dernière question, incapable de mentir totalement. Les yeux de Lily s'agrandirent. « Où est-elle » ? Elle est partie dans un autre pays, répondit Elia avec un sourire triste. « Quelque chose comme ça. Elle te manque ?» ? Tous les jours. Lily resta silencieuse, mâchant son sandwich d'un air pensif. Puis, sans prévenir, elle se leva, s'assit sur ses genoux et l'enlaça par le cou. « Sois pas triste. Tu peux nous emprunter, maman et moi. » Cette simplicité enfantine bouleversa Elia. Il la serra contre lui, luttant contre les larmes. « Merci, Lily. Ça compte beaucoup pour moi. » Quand Clara Hara arriva, elle les trouva endormis sur le canapé, Lily blottie contre la poitrine d'Elia, en sécurité dans ses bras. Elle resta un moment sur le pas de la porte, contemplant la scène si juste et pourtant si fragile. Sinosum Saint-Chuken. Au fil du temps, Elia se mit à participer à ces petits événements quotidiens qu'il avait autrefois tenus pour acquis. Les réunions parents-professeurs à l'école de Lily, les répétitions pour la fête des mères où Lily faillit dévoiler le cadeau qu'elle confectionnait pour Clara Hara, ou encore une visite chez le dentiste où Elia la distrayait avec des histoires farfelues de brosses à dents extraterrestres. Chaque instant lui réapprenait à être père, comment aimer sans étouffer, protéger sans limiter, veiller avec une intensité parfois douloureuse. Un soir, tandis que Lily dormait, Elia et Clara Hara discutaient à voix basse dans la cuisine. « Elle t'a demandé la permission de peindre sa chambre en violet, » dit Clara Hara. « Tu as dit oui sans hésiter. » Elia sourit. « Ce n'est que de la peinture. Hier, c'était des patins à roulettes, avant-hier un puzzle géant, et maintenant de la peinture violette. » Clara Hara secoua la tête, mais avec un sourire. « Tu la gâtes un peu. »« Je sais, Admil. C'est difficile de ne pas vouloir lui offrir le monde. » Clara Hara l'observa un instant. « Tu as changé. Quand on s'est rencontrés, il y avait une obscurité en toi. Maintenant, parfois, on dirait que tu rayonnes. » Elia y réfléchit. C'était vrai. Quelque chose en lui s'éveillait, des parties qu'il croyait mortes dans l'incendie, tandis que, avec Caroline, il avait pensé à Rosie. « Elle me rappelle ce que c'est que de vivre, » dit-il simplement. Pas seulement exister, mais vraiment vivre. Un samedi après-midi, Elia emmena Lily dans un parc voisin pour qu'elle puisse jouer sur les balançoires. Clara Hara était restée à la maison, profitant d'un rare moment de repos. Tandis qu'il poussait Lily sur la balançoire et écoutait ses cris joyeux lui demandant d'aller plus haut, Elia eut une soudaine révélation, il ne serait plus jamais l'homme qu'il était avant l'incendie. Cette version de lui était morte dans les flammes, en même temps que Caroline et ce qu'il croyait être Rosie. Mais il n'était plus non plus l'homme dévasté par 3 années de deuil, vivant comme une ombre. Il était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui connaissait la douleur de la perte mais aussi l'indicible joie d'une seconde chance. Quelqu'un qui pouvait de nouveau sourire, sincèrement, profondément, lorsqu'une fillette de 5 ans l'appelait « Monsieur Sourire », et grimpait sur ses genoux sans hésiter, lui faisant confiance sans réserve. Plus haut, Elia. « Je veux toucher le ciel. »« Accroche-toi bien. » Alors, répondit-il en poussant la balançoire une fois de plus. Et tandis qu'il regardait Lily s'élever en riant, Elia sentit son propre cœur s'élever avec elle. Le bureau de Marcus Hampton se trouvait dans un vieux bâtiment d'un quartier moins aisé de la ville. Il n'avait pas le raffinement des tours de verre du centre, mais il offrait la discrétion nécessaire à son travail d'investigation, un endroit où les clients pouvaient entrer et sortir sans être remarqués. Elia monta 3 étages par l'escalier, ignorant l'ascenseur qui paraissait aussi ancien que l'édifice. Il frappa 2 fois à une porte vitrée dépolie portant l'inscription « Hampton Investigation » en lettres dorées usées. Entrée, lança la voix familière de Marcus depuis l'intérieur. Le bureau était étonnamment bien rangé, malgré la multitude de documents épars sur un vieux bureau en bois.
cartes, coupures de presse et photos étaient accrochées au mur, formant une mosaïque d'informations reliées par des fils rouges, une méthode peut-être démodée mais qu'il jugeait toujours efficace. « Tu as meilleure mine », remarqua Marcus en lui désignant la chaise en face de son bureau. « Moins hanté. » Elia esquissa un sourire faible. « Les choses se calment avec Lily. Clara et moi trouvons notre équilibre. » « Bien, » acquiesça Marcus. « Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir si vite. » L'ex-flic saisit un dossier épais sur son bureau, dont les bords débordaient de post-it colorés. Il avait l'air d'avoir été feuilleté à maintes reprises. « Tu m'as demandé d'enquêter sur Cole Weber pour savoir s'il était lié à l'incendie et à la disparition de Rosie, » commença Marcus, sa voix prenant un ton professionnel. « J'ai commencé par les relevés financiers, comme je le fais toujours. Suis l'argent, en général, tu trouves la réponse. »« Que as-tu trouvé ?» demanda Elia en se redressant, la tension le gagnant. Marcus ouvrit le dossier. « Au cours des 3 dernières années, depuis que tu t'es retiré de la gestion de Marshall Technologies, il y a eu un détournement systématique de fonds, de montants suffisamment faibles pour ne pas attirer immédiatement l'attention, mais qui, au total, atteignent près de 70 millions de dollars. »« 70 millions ?» s'étrangla Elia. « Comment les auditeurs ont-ils pu passer à côté ? » C'était habilement déguisé en investissement R&D dans des filiales fictives, expliqua Marcus en faisant glisser des documents sur le bureau. Regarde ces sociétés, Quantum Innovation, Nexus Research Group, Arcadia Technologies. Elles n'existent que sur le papier, créées avec une documentation parfaite, mais sans réelle activité. Elia examina les pages, l'incrédulité cédant peu à peu la place à la colère. Et Cole est directement derrière tout ça ? Non. Il est trop malin pour laisser des empreintes aussi évidentes, répondit Marcus en sortant d'autres documents du dossier. Mais après avoir transité par ces coquilles vides, l'argent a fini dans des comptes offshore qui ont ensuite servi à financer 2 destinations principales. Un compte personnel aux îles Caïmans contrôlé par Cole via des prête-noms et le financement de Prometeux Lab. Prometeux Lab, répéta Elia, reconnaissant immédiatement le nom. Le projet personnel de Cole que j'avais refusé de financer il y a 4 ans. Exactement, acquiesça Marcus, l'air grave. D'après ce que j'ai compris, c'est un projet technologique expérimental à haut risque que tu jugeais contraire à l'éthique à l'époque. Elia se leva, trop nerveux pour rester assis à la mention de cette nouvelle information. Il se mit à faire les 100 pas dans le petit bureau, essayant de comprendre les implications. Cole détournait des fonds de ma propre entreprise pour financer un projet que j'avais explicitement rejeté ? Lança-t-il, plus pour lui-même que pour Marcus. Mais ça ne le relie pas directement à l'incendie ni à Rosie. Pas directement, reconnut Marcus. Mais regarde ça. Il poussa d'autres documents sur le bureau. Des virements bancaires, tous datés de quelques semaines avant l'incendie. 5 paiements de 200 000 $ chacun à une société appelée Century Security Solutions. Tu sais ce qu'ils font ? Elia secoua la tête. Officiellement, du conseil en sécurité d'entreprise. Officieusement, ils sont connus pour apporter des « solutions définitives » à des problèmes complexes, expliqua Marcus en lançant un regard lourd de sens. Ce sont des mercenaires, Elia. Des hommes de main prêts à tout pour de l'argent. Un frisson parcourut Elia. Tu insinues que Cole a engagé des assassins ? Je dis qu'il a versé une somme considérable à un groupe au passé douteux, juste quelques semaines avant l'incendie qui a tué ta femme, supposément, ta fille, répondit calmement Marcus, bien que l'impact de ces mots fût incontestable. Elia se rassit, se sentant soudain faible. Pourquoi ? Cole était mon meilleur ami. On a construit cette boîte ensemble dans mon garage. Il était le parrain de Rosie. On ne comprend pas toujours les motivations des gens, même ceux qui nous sont les plus proches, dit Marcus. Mais j'ai une théorie. L'ex-flic décrocha d'un mur un article de journal encadré. C'était une couverture du magazine Forbes montrant Elia souriant sous le titre « Un visionnaire milliardaire. Comment Elia Marshall révolutionne la technologie ». Tu remarques quelque chose d'intéressant dans cet article ? Demanda Marcus. Elia examina l'image, perplexe. C'est d'il y a 5 ans, quand nous avons lancé notre système d'IA. Oui. Et dans cet article de 6 pages, le nom de Cole Weber n'apparaît qu'à 2 reprises, en passant, comme l'associé de Marshall, fit remarquer Marcus en reposant la coupure de presse. Cole a toujours été dans ton ombre, Elia. Tu étais le visage, l'esprit, le visionnaire. Lui était l'autre. La révélation tomba lourdement. Des souvenirs lui revinrent, les remarques acerbes de Cole sur l'attention médiatique, son insistance pour être inclus dans les interviews, sa renséhure à chaque fois qu'Elia était félicité lors d'événements d'entreprise.
J'ai aussi trouvé des emails, poursuivit Marcus en sortant plus de documents du dossier apparemment sans fond, des échanges entre Cole et des investisseurs potentiels pour Promethelab. Dans plusieurs messages, il se plaint du fait que tu bloquais la plus grande révolution technologique du siècle à cause de scrupules exagérés. Il était obsédé par ce projet, Elia. Elia lut des bribes des emails, sentant la rançure de Cole s'y répandre en mots durs, en accusations, en promesse de prouver qu'il avait raison avec ou sans l'aide d'Elia. Dans le dernier email, 2 semaines avant l'incendie, il écrit à un investisseur « Bientôt, j'aurai le contrôle total de Marshall Technologies et des ressources illimitées pour Prometeux. Attendez-vous à des nouvelles révolutionnaires. » Marcus marqua une pause, laissant le temps à la phrase de pénétrer l'esprit d'Elia. Il avait tout planifié, murmura Elia, la voix à peine audible. L'incendie, tuer ma famille, tout ça juste pour s'emparer de l'entreprise ? C'est ce qui transparaît, confirma Marcus gravement. En te sachant anéanti par le chagrin et isolé, il est devenu PDG par intérim. Les parts que tu avais conservées sont passées sous la gestion d'un conseil d'administration qu'il contrôlait en pratique. C'était un plan mûrement réfléchi. Mais Rosie a survécu. Ça ne devait probablement pas faire partie du plan. D'après ce que j'ai reconstitué, quelqu'un engagé par Century l'a sorti de la maison avant l'incendie, peut-être pour l'éliminer séparément sous forme d'une fausse disparition. Mais quelque chose a dérapé, et ils l'ont juste abandonné dans une église. Tu veux dire qu'ils n'ont pas pu s'y résoudre ? Fit Elia, incrédule. Les mercenaires ont parfois des limites étranges qu'ils refusent de franchir, expliqua Marcus. Certains refusent de tuer des enfants, d'autres paniquent si le plan change. Peut-être que la personne chargée de s'occuper de Rosie a eu un sursaut de conscience. Elia se leva de nouveau, l'angoisse laissant place à la colère. Je le détruirai, Marcus. Je ferai en sorte que Cole paie pour chaque seconde de souffrance qu'il m'a infligée. Il faut être stratégique, prévint Marcus. Cole est puissant, il a des relations, de l'influence. S'il suspecte qu'on est au courant, ça peut devenir dangereux, surtout pour Clara Hara et Lily. La mention de leur nom tempéra aussitôt la rage d'Elia. Tu as raison. Je dois d'abord les protéger. J'ai déjà pris quelques mesures, l'assura Marcus. J'ai un homme de confiance qui surveille leur maison discrètement. Mais ce serait plus sûr si elle déménageait quelque part où Cole ne pourra pas les trouver, du moins le temps qu'on règle ça. Elia acquiesça, désormais concentré sur la sécurité de la famille qu'il venait de retrouver. Je vais en parler à Clara ce soir. J'ai un appartement au nom d'une société écran, personne ne l'associe à moi. Elles pourront y rester pour l'instant. Bien, conclut Marcus en refermant le dossier et en le tendant à Elia. Tout ce que j'ai découvert est là-dedans. J'ai, bien sûr, fait des copies de sauvegarde. Et maintenant ? Demanda Elia, tenant le dossier comme s'il s'agissait d'un explosif. On continue de rassembler des preuves. Il nous faut quelque chose de concret qui relie Cole directement à l'incendie, quelque chose qu'aucun avocat, même excellent, ne pourra réfuter, expliqua Marcus en se levant, mettant fin à l'entretien. En attendant, reste près de Clara Hara et Lily. Il ne faut pas que Cole apprenne leur existence. Le trajet du retour fut un brouillard pour Elia, son esprit tourbillonnant de souvenirs qui prenaient un sens différent. Chaque conversation avec Cole, chaque dispute, chaque moment partagé semblait désormais entaché de trahison. Il se souvint du jour où ils s'étaient rencontrés à la fac, 2 jeunes ambitieux rêvant de changer le monde grâce à la technologie, des nuits passées à peaufiner leur premier prototype, de la fête où ils avaient décroché leur premier financement, de l'accolade sincère lorsque l'entreprise avait finalement décollé. Comment celui qu'ils considéraient comme un frère avait-il pu fomenter un plan si monstrueux ? La réponse se trouvait en partie dans les documents compilés par Marcus. Au fil des ans, la rancune de Cole avait grandi en silence. Le refus d'Elia de financer le projet Prometeux semblait être l'étincelle finale. Ce projet, promettant des avancées révolutionnaires en IA, comportait des implications éthiques qu'Elia jugeait inacceptables. C'est quasiment la création d'une conscience artificielle sans restriction, se souvenait Elia avoir argumenté lors de cette réunion fatale. On ne peut pas ouvrir cette boîte de Pandore sans garde-fou. Tu étouffes l'innovation avec ta morale, avait répliqué Cole, furieux. On pourrait avoir des décennies d'avance sur la concurrence. Maintenant, cet échange semblait bien plus qu'un simple désaccord professionnel. C'était le début d'un plan terrible qui s'était soldé par la destruction de la famille d'Elia. Lorsque Elia se gara devant la maison de Clara Hara, la fin de l'après-midi illuminait la rue. Il aperçut Lily jouant dans le petit jardin, sous le regard attentif de Clara Hara. La scène, si banale et pourtant si précieuse, le ramena au présent.
Pendant 3 ans, il avait vécu dans une bulle de douleur, ignorant que sa fille était en vie, qu'il avait encore une chance d'être heureux. Cole lui avait volé tout cela et avait failli lui prendre bien plus encore. En sortant de la voiture, il força un sourire. Il ne laisserait pas Lily ressentir son tourment intérieur. Il ne laisserait pas Cole menacer cette seconde chance. S'il avait d'abord été mu par la quête de vérité, il l'était désormais par un besoin absolu de justice, plus encore, par la nécessité de protéger ceux qu'il aimait. « Elia !» s'écria Lily en courant vers lui, les bras tendus pour un câlin. « Tu as apporté des bonbons ?» Il la souleva dans ses bras, sentant la chaleur de son petit corps contre sa poitrine, un rappel de ce qui comptait vraiment. « Pas aujourd'hui, ma puce, mais j'ai mieux, » répondit-il en regardant Clara Hara qui s'approchait avec un sourire prudent. « J'ai une idée d'aventure. Ça te dirait un petit voyage? Un changement temporaire de décor ?» Les yeux de Lily brillèrent de cette excitation enfantine à l'idée de quelque chose de nouveau. Clara Hara, en revanche, perçut immédiatement la gravité de la situation. « Parlons-en à l'intérieur », proposa-t-elle, le regard interrogateur. Il acquiesça et reposa Lily. « Va ranger tes jouets, nous avons beaucoup de choses à organiser. » Tandis que Lily s'élançait dans la maison, Elia effleura le bras de Clara Hara. « J'ai découvert qui a fait ça, » dit-il doucement. « Et il ne doit surtout pas apprendre votre existence. » « Pas encore. » Le visage de Clara Hara se durcit d'une détermination calme. C'était une femme qui avait déjà affronté bien des difficultés, et Elia savait qu'il pouvait compter sur sa force. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle simplement. « Protéger notre fille, » répondit Elia, et ensuite rendre justice. Le gratte-ciel abritant le siège de Marshall Technologies se dressait, reflétant le soleil couchant dans ses vitres teintées qui flambaient comme du feu liquide. 5 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'Elia avait franchi ses portes, 5 ans depuis qu'il avait arpenté les couloirs de la société qu'il avait créée. Cette fois, il ne passa pas par la réception principale. Marcus lui avait procuré un badge de maintenance et le guida par une entrée de service. Le plan était simple, atteindre le bureau privé de Cole sans se faire remarquer. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Marcus alors qu'il se trouvait dans l'ascenseur de service. « On pourrait simplement transmettre les preuves à la police. » Elia ajusta le petit enregistreur dans la poche de sa veste. « J'ai besoin de l'entendre de sa bouche, Marcus. J'ai besoin de plonger mon regard dans celui de l'homme qui a détruit ma famille. » Marcus hocha la tête, comprenant que cette confrontation était nécessaire, non seulement pour boucler le dossier mais aussi pour qu'Elia puisse enfin avancer. L'ascenseur s'arrêta à l'étage de la direction, où les couloirs étaient silencieux en cette fin de journée. Connaissant parfaitement la disposition des lieux, ils atteignirent rapidement l'antichambre du bureau de Cole. Sa secrétaire était déjà partie, laissant le champ libre. « Je serai juste là », indiqua Marcus en se plaçant discrètement près de la porte. « Si jamais tu as besoin. »« Je n'aurai pas besoin », l'interrompit Elia. « C'est entre lui et moi. » Prenant une profonde inspiration, Elia ouvrit la porte sans frapper. Cole Weber était assis derrière un imposant bureau en acajou, concentré sur son écran d'ordinateur. À 45 ans, il conservait son allure impeccable, cheveux bruns parfaitement coupés, costume italien, montre visiblement coûteuse mais discrète. Quand la porte s'ouvrit, il releva la tête d'un air contrarié par cette intrusion. La stupeur qui traversa son visage en voyant Elia fut brève mais marquée, comme s'il voyait un fantôme. Puis il se reprit, un sourire presque sincère remplaçant la surprise. « Elia » dit-il d'une voix contrôlée et professionnelle. « Quelle surprise extraordinaire !»« Je suppose que oui », répondit Elia en refermant la porte. Cole se leva, contournant le bureau les bras ouverts comme pour étreindre un vieil ami. « Ça fait si longtemps. 3 ans sans nouvelles, et tu réapparais subitement. J'ai essayé de te contacter tant de fois. » Elia ne bougea pas, le regard impassible. Cole s'arrêta à mi-chemin, percevant que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi es-tu là, alors ?» Century Security Solutions, répliqua Elia simplement. Le nom tomba dans la pièce comme une arme. Le changement dans l'expression de Cole fut subtil, une tension furtive dans la mâchoire, un léger blocage dans sa respiration. Pour la plupart des gens, il n'aurait eu l'air que perplexe, mais Elia, qui le connaissait depuis plus de 20 ans, reconnut la lueur de calcul dans ses yeux. « Je ne connais pas », fit Cole en regagnant son bureau. « Un nouveau concurrent sur le marché ? 5 paiements de $200 000 chacun, 3 semaines avant l'incendie qui a tué ma femme », lâcha Elia d'un ton calme, presque clinique. Étrange coïncidence, l'argent provenait d'un fonds que toi seul contrôlais. Cole s'assit, croisant les mains sur le bureau. « Je vois que tu t'intéresses de nouveau à l'entreprise.
ravi de l'apprendre. Mais je dois avouer que je suis un peu confus par ces accusations. Je ne suis pas là pour jouer, Cole, répliqua finalement Elia en avançant et en posant les mains sur le bureau. Je sais tout. Prometteux, le détournement de fonds, Century, le système de sécurité désactivé cette nuit-là. Quelque chose changea dans le visage de Cole. La fausse confusion disparut, remplacée par une froide évaluation, comme s'il recalculait un problème complexe. Intéressant, lâcha-t-il enfin en s'adossant à son fauteuil. Mais sans preuve, ce n'est que la spéculation d'un homme en deuil. J'ai plus que suffisamment de preuves, répondit Elia en prenant place à son tour. Des emails, des relevés bancaires, des témoins, des auditeurs judiciaires qui retracent chaque centime que tu as volé ces 3 dernières années. Un tic nerveux crispa la mâchoire de Cole, premier signe réel d'inquiétude. Qu'est-ce que tu veux, Elia? De l'argent? Retrouver ta place? Je veux la vérité, répliqua Elia. Je veux savoir pourquoi tu as trahi notre amitié, pourquoi tu as assassiné Caroline, pourquoi tu as tenté de tuer ma fille. Cole ricana d'un rire amer. Ta fille est morte dans cet incendie, Elia. On le sait tous. Rosie est vivante, répondit fermement Elia. Les mots tombèrent comme une bombe. Pour la première fois, Cole sembla réellement ébranlé. Impossible, murmura-t-il. Elle a survécu. Quelqu'un l'a sortie de la maison avant l'incendie et l'a abandonnée. Pendant 3 ans, je l'ai crue morte, tandis qu'elle grandissait dans une autre famille, répliqua Elia en se penchant. Alors je te le redemande, pourquoi, Cole? Un long silence tomba, pesant, étouffant. Cole tourna les yeux vers la fenêtre, contemplant la ville baignée d'un soleil rougeoyant, comme s'il y cherchait des réponses. Enfin, il reporta son regard sur Elia, sans la moindre trace de faux-semblant. « Pourquoi tu crois » lâcha-t-il, la voix glaciale. « Parce que tu avais tout, la reconnaissance, la gloire, les projecteurs braqués sur toi. Elia Marshall, le génie visionnaire, tandis que moi, je n'étais qu'une note de bas de page. On a créé cette entreprise ensemble? Vraiment? J'y ai autant travaillé que toi, j'ai fait les mêmes sacrifices. Mais qui le monde connaît-il? Qui les investisseurs couraient-ils voir? À qui ouvraient-on toutes les portes? Il y avait une amertume presque palpable dans ses propos, nourrie par des années de ressentiment silencieux. Et quand j'ai enfin eu ma propre vision, mon projet révolutionnaire, tu l'as sabordé, sans porte-à-call. Prometteux nous aurait propulsé des décennies en avant, mais tes principes moraux nous ont freinés. Ce projet posait des questions éthiques dangereuses, répondit Elia, la voix plus calme. C'était quasiment une arme numérique. C'était l'avenir. Rétorqua Cole en abattant son poing sur le bureau. Et tu t'es interposé entre moi et l'avenir. Elia regarda cet homme qui, autrefois, lui avait été comme un frère. Alors tu as décidé de m'écarter en tuant ma famille? Cole se laissa retomber dans son fauteuil, visiblement plus maître de lui. Ça a été efficace, non? Tu as disparu, tu t'es coupé du monde, et j'ai pu enfin piloter la société dans la bonne direction. Caroline est morte, un dommage collatéral, lâcha-t-il d'un ton détaché. Je n'avais rien de personnel contre elle. Et Rosie? Demanda Elia, la voix presque cassée. Une petite fille de 5 ans, innocente. Un éclair, peut-être de culpabilité, traversa fugacement le regard de Cole, la plus proche manifestation d'un remords qu'il puisse avoir. Le plan n'était pas de faire du mal à la gamine. Il devait la sortir, simuler un enlèvement, puis régler ça, ailleurs. La régler? Répéta Elia, esséuré. Le business, c'est le business, Elia, répondit Cole comme s'il énonçait une évidence. Je ne savais pas qu'il la laisserait en vie. Ça ne faisait pas partie du contrat. Il haussa les épaules, pas que ça m'importe vraiment, dans un sens ou dans l'autre. À cet instant, Elia vit clairement ce que la jalousie et l'ambition déçue avaient fait de son vieil ami. Cole Weber n'était plus le jeune idéaliste qui, autrefois, avait créé une entreprise dans un garage avec lui. Il était devenu autre chose, corrompu de l'intérieur. Tu sais ce qui est ironique? Poursuivit Cole, un sourire glacial étirant ses lèvres. Ça a marché. Tout a fonctionné exactement comme prévu. L'entreprise a prospéré sous ma direction, Prometteux est presque terminé, et toi, tu as été oublié. Il se pencha. J'ai gagné. Elia se leva lentement. Non, Cole, tu as tout perdu. Tu as perdu ton humanité, ton intégrité, et maintenant tu vas perdre ta liberté. Des menaces en l'air, siffla Cole. Tu n'as rien qui me relie directement à l'incendie. J'ai tout ce qu'il me faut, rétorqua Elia en sortant le petit enregistreur de sa poche, qu'il éteignit sous les yeux de Cole. Y compris tes aveux.
Le visage de Cole pâlit. Ça ne. Les autorités sont déjà en route, coupa Elia en se dirigeant vers la porte. Je ne vais pas rester pour regarder, j'en ai vu assez. Au moment où il atteignait la porte, Cole l'interpella. Elia. Il s'arrêta sans se retourner. Ça ne marchera pas, poursuivit Cole d'un ton mi-désespéré, mi-suppliant. J'ai les meilleurs avocats, des relations. Je dirais que l'enregistrement est truqué, que tu m'as forcé à parler. Elia jeta un dernier regard par-dessus son épaule à l'homme qu'il avait autrefois appelé ami. Et c'est donc. À l'extérieur du bâtiment, Elia remit l'enregistreur à Marcus, qui attendait avec un inspecteur de police. Ses mains tremblaient légèrement. Ça va ? S'inquiéta Marcus. Non, répondit honnêtement Elia. Mais ça ira. L'inspecteur examina l'appareil. Avec la documentation que vous avez fournie, ça devrait suffire pour obtenir un mandat d'arrestation immédiate. Faites ce que vous avez à faire, se contenta de dire Elia. Je veux juste la justice, pas la vengeance, murmura Marcus alors que l'inspecteur s'éloignait pour passer des appels. Elia leva les yeux vers le ciel nocturne, pensant à Clara et Lily, en sécurité dans l'appartement où il les avait installés. La vengeance ne me rendra pas Caroline, ni ne m'effacera les 3 ans de vie perdue avec ma fille. La justice nous apportera la fermeture dont on a besoin et un nouveau départ. Les semaines suivantes furent un tourbillon de témoignages, d'audiences et de gros titres. Le PDG de Marshall Technologies arrêté pour meurtre et fraude faisait la une de tous les journaux. L'empire que Cole avait bâti se mit à vaciller alors que d'autres preuves de ses malversations étaient mises au jour. Elia tint Clara et Lily à l'écart des médias. Elles restèrent dans l'appartement sécurisé, protégées des journalistes en quête d'un scoop sur la fille du fondateur ressuscité. Le dernier jour du procès de Cole, après des semaines à passer en revue des preuves et à entendre des témoignages, Elia s'assit au premier rang de la salle d'audience. À sa grande surprise, Clara entra discrètement, tenant Lily par la main. Elles prirent place à côté de lui, en silence. « Vous n'étiez pas obligé de venir, chuchota-t-il. On devait le faire, répondit simplement Clara. Pour Caroline, pour toi, pour nous tous. Lily, vêtue d'une simple robe bleue, regardait autour d'elle, curieuse. Pourquoi cet homme est-il dans une boîte ? Demanda-t-elle en désignant le box des accusés. Parce qu'il a fait de très mauvaises choses, expliqua doucement Clara. Et maintenant, il doit en répondre. Cole, assis aux côtés de son avocat, n'était plus que l'ombre de l'homme puissant qu'il avait été. Lorsqu'il aperçut Lily, ses yeux s'agrandirent en la reconnaissant. La ressemblance avec les photos de Rosie qu'il avait vues était indéniable. Pendant un bref instant, son regard croisa celui d'Elia. Il n'y avait aucun remords, seulement une amère résignation. Quand le juge entra et que la cour se leva, Clara effleura discrètement le bras d'Elia. « Tout va bien se passer, murmura-t-elle. Nous sommes là. » Le procès reprit avec le sérieux propre au système judiciaire. Les preuves furent une dernière fois passées en revue, les plaidoiries finales prononcées. Enfin, après seulement 2 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Dans l'affaire de l'État contre Cole Weber, concernant les chefs d'accusation de meurtre avec préméditation, tentative de meurtre, fraude et détournement de fonds, ainsi que complot, le jury déclare l'accusé. Le temps sembla suspendu tandis que le mot flottait dans l'air. Coupable. Un murmure parcourut la salle. Cole resta impassible, le regard fixe. Le juge réclama le silence et prononça la sentence. La réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque les gardes s'approchèrent pour l'emmener, il se tourna enfin vers Elia. Ses lèvres remuèrent, formant des mots qu'Elia seul put lire. « Tu ne sais pas tout. » Avant qu'Elia ne puisse réfléchir à ce message énigmatique, Cole fut emmené hors de la salle. Le chapitre était clos, malgré ces derniers mots qui laissaient un écho inquiétant. À l'extérieur, les journalistes se bousculaient, à l'affût de déclarations. Marcus apparut et leur ouvrit un chemin jusqu'à une voiture discrètement garée dans la rue. « Par ici, indiqua-t-il. Nous pouvons sortir par l'arrière. » « Non, répliqua Elia, surprenant tout le monde. « On ne se cachera plus. » Il posa son regard sur Clara, qui acquiesça en silence. Avec Lily entre eux, serrant leurs 2 mains, ils descendirent les marches du tribunal. Les flashs crépitèrent, les questions fusaient de toutes parts, mais ils continuèrent d'avancer, unis comme une famille. Arrivée au trottoir, Clara s'arrêta et dévisagea Elia. Sans un mot, elle posa sa main dans la sienne, entremêlant leurs doigts en un geste simple, mais empli de sens. La confiance, le partenariat, peut-être le début de quelque chose de plus profond.
Elia sentit la chaleur de cette main, la même qui avait veillé sur sa fille pendant toutes ces années, la même qui lui offrait à présent un renouveau. Il la serra doucement, en silence, pour la remercier, pour lui faire une promesse. Ensemble, avec Lily entre eux, ils se dirigèrent vers l'avenir, laissant derrière eux le tribunal où la justice venait d'être rendue. Pourtant, les derniers mots de Cole résonnaient encore dans l'esprit d'Elia, « Tu ne sais pas tout ». Le printemps s'était installé pleinement, apportant des couleurs semblant plus vives encore après le long hiver. Dans un quartier résidentiel calme, en périphérie de la ville, une petite maison à 2 étages avec un porche attirait le regard. Non par sa taille, mais pour son jardin soigneusement entretenu, où des fleurs fraîchement plantées commençaient à éclore. Elia, debout, arrosait les parterres en regardant Lily courir après un papillon orange. Elle portait une salopette en jean et un t-shirt jaune vif, débordant d'énergie et de joie. Ses cheveux châtains clairs brillaient sous le soleil matinal. 3 mois s'étaient écoulés depuis le procès de Cole, 3 mois de reconstruction, d'adaptation et de nouveaux départs. « Tu n'arroses pas les rosiers », remarqua Clara en sortant par la porte d'entrée, un plateau de citronnade à la main. « Ils jaunissent. » Elia sourit, redirigeant le tuyau vers les rosiers. « Je m'habitue encore. Je n'ai jamais eu de jardin auparavant. »« Jamais ?» demanda Lily, laissant son papillon pour s'approcher, intriguée. « Même pas quand tu étais petit ? Je vivais en appartement, en ville, expliqua-t-il. On n'avait que quelques plantes en pot sur le balcon. » Clara posa la citronnade sur la table du porche et s'assit sur la marche, les observant. Ces petits moments du quotidien la surprenaient encore, cette facilité avec laquelle ils formaient une famille malgré tout ce qu'ils avaient traversé. 1 mois après le procès, ils avaient emménagé dans cette nouvelle maison, choisie par Elia avec soin, modeste mais confortable, avec un grand jardin et des chambres spacieuses. Pas un manoir comme avant, et ce n'était pas nécessaire. C'était un foyer, dédié à la chaleur et à la sécurité, non aux apparences. « Je veux vous montrer quelque chose », s'exclama soudain Lily en lâchant son petit arrosoir. « Ne regardez pas avant que je revienne. » Elle s'élança à l'intérieur, laissant Elia et Clara seuls sur le porche. « Comment s'est passée la réunion avec les avocats ?» demanda Clara en lui tendant un verre de citronnade. « Épuisante. La restructuration de l'entreprise prendra du temps, mais au moins on a fermé tous ces projets douteux lancés par Cole. Et prometteux ? Complètement abandonnés. On fera donc des avancées technologiques à la recherche universitaire, avec une surveillance éthique rigoureuse, expliqua-t-il en buvant une gorgée. C'était étrange de retourner en salle de conseil après tout ce temps. Clara le dévisagea. « Tu vas y retourner définitivement ? » « Pas comme avant, répondit-il en levant les yeux vers le ciel clair. On a mis en place un conseil d'administration solide. Je superviserai les décisions majeures, mais je ne replongerai pas dans le quotidien. Mes priorités ont changé. Son regard se tourna vers la porte par laquelle Lily avait disparu. Clara sourit, comprenant parfaitement. Dans les premiers temps après leur emménagement, ils avaient convenu tacitement de ne rien précipiter. Elia avait sa propre chambre, séparée de celle de Clara. Lily continuait à l'appeler Elia, et il ne l'avait pas poussée à dire autre chose. Il lui avait expliqué la vérité, de manière simple. Elia était son père biologique, qu'il avait perdu bébé, et qu'il avait maintenant retrouvé. Comme tu as 2 mamans, une au ciel et une ici, avait expliqué Clara, tu as aussi 2 papas. Lily avait accepté cela avec la facilité dont font preuve les enfants. Parfois, elle posait des questions sur Caroline, la maison où elle était née, sur la façon dont Elia l'avait perdue, et il lui répondait avec prudence, la protégeant des aspects les plus sombres. « Prêt !» cria Lily en réapparaissant, tenant un grand dessin. « Tada ! Je l'ai fait à l'école aujourd'hui. » Le dessin, fait au crayon de couleur et au feutre, montrait 3 bonshommes se tenant la main devant une maison jaune avec un grand jardin vert. Au-dessus, en lettres colorées et un peu inégales, on lisait « Ma famille ». Clara prit la feuille avec précaution. « C'est magnifique, ma chérie. La maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille, expliqua Lily fièrement. Jenny a dit que c'était bizarre que j'ai 2 maisons, mais je lui ai répondu que ce n'était pas bizarre, c'était spécial. Elia s'agenouilla à sa hauteur. Tu as raison, c'est très spécial. Regarde, dit Lily en montrant les personnages. Ça, c'est maman, ça, c'est moi, et ça, c'est toi. Le cœur d'Elia se serra en voyant que la silhouette le représentant portait l'inscription « Daddy » en grosses lettres bleues. Lily, commença-t-il, la gorge serrée. La fillette inclina la tête, perplexe face à sa réaction. C'est mal ? La maîtresse a dit qu'on pouvait appeler nos parents comme on voulait.
Et Jenny appelle son père Dad, et pas Daddy, mais moi je préfère Daddy. Clara Hara et Elia échangèrent un regard ému, les larmes aux yeux. Ce n'est pas mal, parvint-il à dire. Ça m'a juste surpris. Une bonne surprise? Alors, je peux t'appeler Daddy maintenant? Demanda Lily, avec la spontanéité propre aux enfants. Si tu veux. Rien ne me rendrait plus heureux. Le visage de Lily s'éclaira comme si elle venait de résoudre une énigme. Tant mieux, parce que c'était fatigant de penser Daddy dans ma tête et de t'appeler Elia à voix haute. Sur cette remarque pleine de pragmatisme, elle reprit son dessin et courut chercher du scotch pour l'accrocher au frigo, avec les autres œuvres d'art qu'elle y exposait déjà. Restée seule, Clara Hara effleura le bras d'Elia. « Tu pleures ?» constata-t-elle doucement. Il s'essuya le visage, presque étonné. « On dirait bien, oui. Elle t'a totalement adopté. »« Je crois bien, » murmura-t-il, avant de poser son regard sur Clara Hara, sincère et vulnérable. « Et toi, comment tu te sens ?» Clara Hara contempla un instant le jardin avant de répondre. « Quand je l'ai trouvée à cette église, je me suis promis de tout faire pour la protéger et la rendre heureuse. Si cela implique de la partager avec son père biologique, un homme bien qui l'aime autant que moi, alors je l'accepte sereinement. » Elia posa sa main sur la sienne, un geste devenu de plus en plus naturel au fil des mois. « Tu es sa vraie mère, Clara. Le sang ne fait pas tout. C'est l'amour qui compte, ses jours et ses nuits à veiller sur elle, tous tes sacrifices. Tout ce que tu as fait pendant toutes ces années. Merci de le comprendre. Merci de ne pas croire que j'essaierai de te l'enlever. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Quand j'ai cru que Rosie était morte, j'ai tout perdu, » reprit-il. La retrouver, elle, devenue Lily, m'a apporté plus que je n'aurais jamais osé espérer. Pas seulement ma fille, mais aussi une nouvelle famille. Ils échangèrent un long regard, rempli de gratitude, de respect, peut-être, d'un sentiment plus profond qui s'épanouissait lentement, sans se presser. Le retour de Lily, brandissant un rouleau de scotch presque plus grand que sa main, les arracha à leur échange. « Venez, maman. Viens, Daddy. On va l'accrocher au frigo. » Le mot « Daddy » sonna comme une douce musique aux oreilles d'Elia. Ils se levèrent pour suivre la fillette, main dans la main. Dans la cuisine chaleureuse, ils observèrent Lily, la langue tirée par la concentration, fixer soigneusement son dessin sur la porte du réfrigérateur. Le portrait de 3 personnages qui se tenaient la main leur souriait en retour. « Parfait !» déclara Lily en reculant pour mieux admirer son œuvre. « Oui !» acquiesça Elia, en regardant non pas le dessin mais Lily et Clara Hara. « Parfait !» Plus tard, une fois Lily endormie, Elia et Clara Hara s'installèrent sur la balançoire du porche, contemplant les étoiles apparaître dans le ciel obscur. L'air frais était imprégné du parfum des fleurs fraîchement arrosées. « Tu sais, » dit Clara Hara, pensive, « quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'avoir un jardin. Un endroit où planter des fleurs et les voir grandir. »« Et maintenant, tu l'as » fit remarquer Elia. « Oui » sourit-elle. « Mais j'ai réalisé que le vrai jardin, ce ne sont pas les plantes ni les arbres. »« Non ?» Clara Hara jeta un coup d'œil vers la maison, où la douce lueur de la lampe de chevet de Lily était encore allumée. Le vrai jardin, ce sont les gens qu'on cultive dans nos vies. Ceux qu'on abreuve d'amour, qu'on protège, qu'on voit grandir et s'épanouir. Elia suivit son regard. Un jardin, de 3 personnes, pensa-t-il. Oui. Un jardin à 3, confirma Clara Hara en posant sa tête sur son épaule, un geste nouveau, encore timide, mais qui semblait si naturel. Au rythme lent de la balançoire, sous le ciel étoilé, Elia réfléchit au chemin parcouru. La douleur, la perte, la renaissance. Il pensa à Caroline, qui ferait toujours partie de son histoire. À Cole, dont la trahison avait tout bouleversé. À Marcus, dont la loyauté avait permis de déterrer la vérité. Mais, avant tout, il pensa à Clara Hara et Lily, des inconnus devenus le centre de son univers. Une famille forgée non par la seule fatalité ou le sang, mais par un choix conscient, un amour sincère et la volonté de transformer la tragédie en une nouvelle opportunité. Là, dans ce jardin en pleine floraison, 3 existences mêlées donnaient naissance à quelque chose de neuf et de précieux. Une famille qui s'épanouissait ensemble sous le même ciel, nourrie par le même amour, enracinée dans la même terre. Un jardin à 3, qui fleurissait au printemps d'un tout nouveau commencement.